France Maghreb 2. Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes jeudi, nous sommes le 4 janvier. J'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Bien nous aussi, ça tombe bien. Avec aujourd'hui, pour nous accompagner, monsieur Nasser Lajili. Comment ça va Nasser? Ça va très bien Christophe, impeccable. Bon, les vacances se sont bien passées? Plus que bien passé même. Et meilleurs vœux. Bonne Merci année. à toi aussi, bonne année aux auditeurs et aux auditrices aussi. Voilà, parce que j'ai pas eu l'occasion de le dire. Et ben voilà. Bon, voilà, c'est fait. Et on a tout le mois de janvier pour le faire. Monsieur Redouane Moumine qui est avec nous. Salut Redouane. Bonsoir, bonne année à tous. Bonne année mon cher Redouane. Comment tu vas? Bah écoute, impeccable. Bon, bah pareil pour moi. Bon, Juste un souci, la pluie. la pluie. Ah ouais, non, ça commence à être fatigant ce temps. Ouais. Ah bah après ça, c'est malheureusement... Bon, il s'en fout Nasser, c'est la il était vie. au soleil. Il était au Exactement. soleil. Ah. C'est ça, Bon, t'as oublié de nous le ramener par contre. malheureusement. Ouais. Bah, t'as ramené le vent, t'as ramené la pluie. Il a pas voulu me suivre surtout. Voilà. Bon, bienvenue à vous sur France Maghreb 2. C'est l'heure du goûter, comme vous pouvez l'entendre, hein, évidemment. Et puis l'heure du café, le vent, le thé. De enfin, la bref. galette. De la galette. Ah ouais. Les chaussons Alors tiens, pas- est-ce que c'est laïque, tiens, de manger de la galette? Ouais. Ouais. Tant, Ouais. tant que c'est bon, ouais. Si la fève c'est Mickey, c'est bon. D'accord, ok. Ah oui, oui, effectivement. Bon, c'est parti jusque 18h. Alors Nasser, on va parler des Palestiniens avec toi. Tu C'est as ça. décidé de revenir sur les milliers de Palestiniens qui sont En prison. dans les geôles israéliennes. C'est ça, tout à fait. Exactement, c'est prévu tout à l'heure. Je vous donnerai quelques chiffres de nombre de Palestiniens qui vivent malheureusement dans les geôles israéliennes. Et c'est important de le soulever parce que je pense que beaucoup de gens ne connaissent pas les chiffres exacts. Et c'est important de... Ils sont terrifiants. Bien sûr, c'est impressionnant, vous allez voir tout à l'heure. Et ton coup de cœur, Nasser? Coup de cœur, je t'avoue que jusqu'à maintenant, je l'ai pas encore en tête, mais je te le dirai tout à l'heure. D'accord. Alors mon cher Edouard, on va parler d'Erdogan. Tiens, ça tombe bien parce qu'il vient demain à Paris. Exactement, et j'avais envie qu'on parle de la relation entre Erdogan et Al-Qaïda. Ah, Mariage d'amour ou de raison? Maria. Voilà, ah, tiens. pas mal. Il est beau ce titre. On va bien Mariage d'amour ou provoquer. de raison. Il est magnifique ce titre. Bravo. Et coup de cœur. Le coup de cœur, c'est sur un film qui s'appelle 3000 nuits, qui Ouais. est sorti hier et qui est en rapport avec la vie tranchée de Nasser. 3000 nuits. Ah oui. Sorti hier au cinéma. Exactement. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, très bien. Dans toutes les salles ou? Enfin, c'est Non, grand malheureusement public non. C'est film Ouais. d'auteur et ce sera à distribution limitée, je pense. Mais si vous pouvez aller le voir, essayez. Encouragé. 3000 nuits, ça me rappelle un titre d'Indochine, 3000 nuits par semaine. Oui. Ouais, absolument rien à voir. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2. Évidemment, pour nous joindre, le 01 40 33 9000, plus que jamais à votre disposition. Voici le programme pour aujourd'hui. Le Grand Forum avec Christophe Roux sur France Maghreb 2. Au programme de ce grand forum, Israël a prolongé de 6 mois la détention sans procès de Khalida Jarrar, une députée palestinienne portant à au moins 1 an sa durée totale, a annoncé ce mardi 2 janvier l'armée israélienne. Une djihadiste française arrêtée en Syrie a demandé au président Emmanuel Macron son transfert en France avec ses 2 enfants pour répondre de ses actes. Les épouses des terroristes en Syrie et en Irak veulent rentrer à la maison. Maroc, après l'Union africaine, le Maroc à la conquête de la Coupe du Monde 2026. Nous y reviendrons et en détail tout à l'heure. La question LGF, le recteur de la Grande Mosquée de Paris, Dalil Boubacar, s'est retiré encore une fois du CFCM au motif de ne pas avoir été invité par le président pour les vœux adressés aux responsables religieux de France. A-t-il eu raison, selon vous, ou tort? Vous répondez sur Facebook France Maghreb 2 ainsi que sur Twitter LGF officiel. Enfin et pour finir tout à l'heure, Libertad 01 40 33 9000. Et on refait le monde même y compris en antenne. Merci d'être avec nous avec aujourd'hui Redouane Moumine qui est avec nous, avec Nasser Lajili aussi de la partie vous chers amis auditeurs. Alors chose intéressante et assez surprenante en même temps par rapport à la question du jour, c'est qu'on a un résultat identique que ce soit sur Facebook et sur Twitter et ça a beaucoup voté, je dois le dire, sur les 2 réseaux pour la question aujourd'hui, à savoir la Grande Mosquée de Paris, donc à travers elle Dalil Boubacar qui se retire du CFCM au motif, messieurs, tenez-vous bien, de ne pas avoir été invité par le président Emmanuel Macron lors de la cérémonie des vœux aux responsables religieux. Quel caprice. Alors il l'a mal pris Dalil Boubacar, du coup il s'est retiré et puis débrouillez-vous. Du coup il va peut-être falloir trouver un statut à la Mosquée de Paris pour le coup maintenant. Est-ce qu'il a eu raison, est-ce qu'il a eu tort? Et vous êtes en majorité à dire qu'il a eu raison de partir, 63% sur Facebook, 63% sur Twitter. Et vous continuez de voter, comment faire? Simple, Facebook, France Maghreb 2, Twitter, LGF officiel. Venez, c'est par là que ça se passe messieurs dames, hein. Vraiment, vous qui êtes allez sur Facebook à regarder des trucs un peu zarbi, sur Twitter idem, vous avez un truc qui s'appelle le Grand Forum, ça s'appelle LGF officiel sur Twitter.
vous abonner et on vous alimente voilà, de l'actualité pas trop surchargée, mais de l'actualité de la bonne, de la vraie quoi. Vous voyez, de la bien fraîche comme on aime en servir. Et de la vérifier, de la travailler surtout. C'est ce qui fait un petit peu la différence. Et sur Facebook, idem d'ailleurs sur le Facebook de la radio France Maghreb 2 et Christophe le Grand Forum. Voilà autant de réseaux. Je pense qu'avec ça, voilà, vous êtes informés, vous êtes bien quoi. Alors, est-ce qu'il a eu raison ou est-ce qu'il a eu tort Dalil Boubacar de quitter le CFCM, messieurs? Tiens, Redouane. Je sais que t'attendais ce moment patiemment. Personnellement, j'ai vraiment pas beaucoup de sympathie pour Dalil Boubacar, mais si on prend les choses avec objectivité, je pense que Dalil Boubacar est le Nicolas Sarkozy du CFCM. C'est quand même que nouveau cette comparaison. Je pense que c'est la personne la plus imprévisible. Je parlerai pas d'instabilité, je parlerai d'imprévisibilité, et à chaque fois qu'il y a eu des coups de force, des coups de pression à l'intérieur du CFCM, il en a souvent été à l'origine. Le fait qu'il fasse la chaise vide au CFCM, dans la globalité, c'est une bonne nouvelle. Parce que le CFCM aujourd'hui, c'est quoi d'ailleurs? C'est une organisation en état de mort cérébrale. C'est exactement ça. Après, est-ce qu'il l'a fait pour les bonnes raisons? Bah évidemment non. Oui, voilà. Nasser. Et moi, bon, après Dalil Boubacar, comme je partage parfaitement ce qu'il vient de dire Radouane. Pour moi, c'est pas du tout ma tasse de thé. Après, voilà, c'est des caprices. Je considère que à ce niveau-là, surtout pour une personne aussi importante, on va dire, qui représente une mosquée qui est la grande mosquée de Paris, la grande mosquée, exactement, la grande mosquée de Paris. Je pense qu'à un moment donné, il faut que les gens, je veux dire, une personne comme lui, il devrait quand même réfléchir 3 fois avant de faire ce genre de démarche. Après, Dalil Boubacar, je le répète, il a jamais été présent au moment où la communauté musulmane avait besoin de lui. Et voilà, franchement, moi, c'est quelqu'un que j'ai rencontré, pas plus tard qu'au Ramadan dernier, pour qui j'ai fait une émission avec lui, reçu dans le bureau de Dalil Boubacar. Franchement, c'est quelqu'un d'extrêmement charmant. Ouais, comme ça, dire avec qui on discute, il nous avait raconté des anecdotes autour du Ramadan, c'était juste exceptionnel. C'est vraiment une très belle rencontre. Maintenant, de là, là, on se dégage une personnalité, visiblement, comme le dit Redouane, peut-être, qui est assez imprévisible, qui peut parfois être... Il part peut-être pour mieux revenir, Peut-être. Allons savoir. Il veut peut-être marquer aussi le coup. Le vrai sujet, c'est qu'est-ce que veut Dalil Boubacar aujourd'hui du CFCM. C'est exactement ça. Oui, absolument. Alors peut-être qu'il est un peu moins ami avec le président actuel. On sait qu'il avait quand même des relations particulières avec Nicolas Sarkozy, avec François Hollande, je crois un petit peu. Il s'entendait plus ou moins bien avec Jacques Chirac à l'époque. Et peut-être qu'avec Macron, c'est un peu différent, quoi. Le Macron souhaite s'adresser au CFCM et à l'instance dirigeante, quoi. Oui, peut-être. Et Dalil Boubacar n'étant pas le dirigeant du CFCM, vous le savez aussi bien que moi. Voilà, c'est peut-être pour ça que donc puis il l'était en 2015. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, il l'est plus. À un moment il l'est plus, non. Voilà, c'est la plaque tournante, c'est la Turquie aujourd'hui qui est représentée donc c'est ça. Au sein du CFCM. Donc il a eu raison ou tort alors de partir? Moi, je considère qu'il a tort. Il a tort? Oui. Il a tort parce raison ou pas? Oui. Oui? Oui, dans l'absolu, oui. Bon, d'accord. 63% sur Facebook, sur Twitter, vous continuez de voter évidemment. France Maghreb 2 sur Facebook, Twitter @GF officiel, et puis en nous appelant aussi pour nous donner votre avis qui nous intéresse. 01 40 33 9000. J'en profite pour saluer, puisque dans Libertad hier on a eu un appel de Plaine-Sylvanie, en la personne de Hamid, donc je le salue. Il nous écoute régulièrement. On nous la dernière fois c'était l'Allemagne, et là. Oui, il y a 2 jours c'était Munich. Et on a eu la Suisse il y a quelques temps. Et on a eu la Suisse effectivement. Voilà. C'est bien. Donc France Maghreb 2 à l'international. Très bien suivi. Je sais qu'il y a aussi Samir, oui, qui nous écoute depuis le Canada. Voilà, c'est bien les gars, bravo, on fait se développer, construire cette émission à l'échelle internationale, parce que c'est pas les moyens qui manquent pour l'écouter cette émission. Voilà, vous avez l'application pour ceux qui sont ici et même à l'étranger quand on a de la Wi-Fi. Application France Maghreb 2 que vous pouvez télécharger évidemment sur votre smartphone. Et puis évidemment l'internet www.francemaghreb2.fr. Messieurs, demain on prépare un petit sujet sur Facebook apparemment. Qui a, c'est pas apparemment, c'est sûr, qui a passé un contrat moral avec Israël pour empêcher et bloquer, bannir tous les propos venant de militants palestiniens. Ça c'est fait les gars. Voilà. On n'en parle plus. Facebook fait maintenant participe quelque part à la colonisation. Tu peux répéter parce que là j'accuse le coup. Facebook a passé des contrats avec Israël. Enfin Israël a passé des contrats avec Facebook, comme vous voulez, dans le sens où que vous l'entendez. Pour que chaque fois qu'il y a un propos pro-palestinien, donc par un militant palestinien, l'objectif c'est de le bloquer et de fermer les comptes. Voilà, ça c'est fait.
On vous en expliquera plus demain. On est en train de travailler là-dessus. Elle est bien belle, la démocratie. Ouais. Donc allez-y, continuez d'aller sur Facebook, c'est magnifique. Affligeant. Oui, mais en même temps, Facebook apparemment a des installations là-bas. Ils payent pas de taxes, tout ça, ça s'arrange. Tu sais, c'est de la monnaie, quoi. Tu vois. Mais c'est un moyen de communication très important aussi, Christophe. Oui. Bon, voilà, je pense que si aujourd'hui on en arrive là, c'est que c'est un réseau qu'on n'arrive plus à contrôler. Je parle pour l'État israélien, parce qu'aujourd'hui, bon, effectivement, il y a des gens. Moi, je sais qu'en France, le moyen de le mieux pour nous d'aborder la question palestinienne, c'est via les réseaux sociaux pour sensibiliser aussi des jeunes qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser à la cause palestinienne. Ils utilisent souvent les réseaux sociaux pour s'en servir. Totalement. De toute façon, c'est l'élément aujourd'hui de naissance, d'origine pour les mouvements sociaux, quels qu'ils soient dans le monde. Et aujourd'hui, la plaie pour les régimes autoritaires, et je considère qu'Israël en fait partie, c'est la diffusion de vidéos de manière virale, comme on a eu avec Ahed Tamimi, pardon, la jeune palestinienne. C'est ça. Oui. Eh ben, sachez que ça va devenir. Enfin, je sais pas si aujourd'hui, bon, Facebook a sa place, certes. Non, ça je sais pas si demain, il va pas falloir peut-être. Je pense que là, il y a des développeurs qui travaillent. Mais on peut pas boycotter Facebook, parce qu'avec la circulaire à Lyon, sinon on sera condamné, parce qu'on n'a pas le droit de boycotter en France. C'est triste à dire. Ah non, pardon, je rectifie. Tu as le droit de boycotter ce que tu veux, sauf les produits israéliens. Bon, moi j'appelle à boycotter X. Voilà. Voilà. Écoute, moi j'appelle à boycotter Y. Voilà. 01 40 33 9000 pour répondre à cette question donc sur Dalil Boubacar. As-tu eu raison ou tort de quitter le CFCM sur le simple motif donc il n'a pas été invité. Il a dit bah écoute, puisque j'ai pas invité, je me casse. Donc pas invité donc par le président Emmanuel Macron à l'Elysée pour les vœux adressés aux responsables religieux. Dalil Boubacar estimant en faire partie des responsables religieux en France, à la tête donc de la grande mosquée de Paris puisqu'il en est le recteur. Il a décidé de quitter le CFCM. Voilà. Donc a-t-il eu raison ou tort? Vous continuez de voter, ça a beaucoup voté, hein, je disais tout à l'heure. Twitter, LGF officiel, Facebook, France Maghreb 2, 01 40 33 9000. Alors messieurs, on va partir justement en Israël. Alors je sais qu'on me dit oui, pour vous parler tout le temps d'Israël, vous parlez tout le temps du même sujet. Mais pardon, en même temps, l'actualité nous y oblige, quoi. Je veux dire, c'est pas moi qui mets en prison des enfants de 17 ans. C'est pas moi qui mets en prison une Palestinienne, justement, qu'on va évoquer maintenant, une députée palestinienne, messieurs. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est obligé d'en parler. Alors justement, Israël a prolongé de 6 mois la détention sans procès de Khalida Jarrar, une députée palestinienne. D'ailleurs, Redouane, t'en avais fait un de tes coups de cœur, je me souviens. Exact. Donc, portant à au moins 1 an, sa durée totale, donc a annoncé ce mardi 2 janvier, c'est tout récent, l'armée israélienne. Khalida Jarrar, 54 ans, a été arrêtée le 2 juillet pour ses activités supposées au sein du Front Populaire de Libération de la Palestine, FPLP, un mouvement considéré, comme vous le savez, terroriste par Israël. Elle avait été libérée de prison à 1 an auparavant. Les accusations exactes portées à son encontre sont confidentielles, comme c'est le cas avec les ordres israéliens de détention administrative qui autorisent la détention sans procès, je le rappelle, pour des périodes de 6 mois, renouvelables indéfiniment. Ça peut durer longtemps. Membre du Parlement palestinien, élu en 2007, mais Jarrar s'est vu infliger en juillet dernier une peine de 6 mois de détention administrative le 24 décembre. Sa détention a été prolongée de 6 mois après que le personnel de sécurité eut estimé qu'elle représentait toujours une menace importante, a indiqué l'armée israélienne dans un communiqué. La décision de maintenir Jarrar en détention administrative a été prise en dernier recours après que l'officier militaire ayant signé le mandat d'arrêt eut obtenu des informations confidentielle, justifiant clairement la menace qu'elle représente, a ajouté l'armée. Emprisonnée plusieurs fois, Khalida Jarrar avait été libérée en juin 2016 après avoir passé 14 mois dans une prison israélienne pour avoir, selon Israël, encouragé des attaques contre des Israéliens. L'État israélien se sert de la détention administrative comme une véritable politique depuis 1948 et a eu progressivement recours dans tous les territoires occupés conquis depuis 1967. Selon une ONG palestinienne, quelques 6150 Palestiniens sont actuellement détenus dans les prisons israéliennes, dont 450 pour détention administrative, dont l'avocat franco-palestinien, Salah Hamouri, arrêté le 23 août dernier, à son domicile à Jérusalem, qui a d'ailleurs, on en parlait hier, été transféré dans une prison très peu recommandable en Israël.
dont ces conditions de détention vont être encore un peu plus compliquées, pour avoir eu le seul tort d'accorder une interview à travers ses avocats à l'humanité. C'est une décision punitive, et c'est précisé. Mais Jarrar est la 11e membre du Parlement palestinien actuellement prisonnier, selon le club des prisonniers palestiniens. D'après la même source, un député du Hamas, Nasser al-Jaljoura, a été arrêté plus tôt cette semaine à Salfi, en Cisjordanie occupée. L'armée n'a pas souhaité confirmer cette information dans les médias. Voilà sur ce que je pouvais dire donc sur cette députée palestinienne, Redouane, que tu connais bien, que tu as t'as évoqué son parcours à plusieurs reprises, ou en tout cas au moins une fois dans l'un de tes coups de cœur. Quelle est ta réaction? Donc elle va passer, quoi qu'il en soit, déjà 1 an de prison, c'est sûr. Bon, c'était prévisible. C'est prévisible parce que Israël avait les moyens de la garder encore au chaud un petit moment, et c'est vraiment pas le moment de remettre en liberté quelqu'un comme Khalida Jarrar, parce qu'elle a énormément de pouvoir, et on peut remarquer qu'en fait depuis 2 mois, le nombre d'emprisonnements discrétionnaires et notamment de détention administrative a explosé en Israël et en Palestine. Je rappelle alors le chiffre du mois de décembre, tu me corriges si je fais pas d'erreur, mais je crois que c'est autour de 70 mineurs qui ont été incarcérés à la suite des mouvements de protestation. Et on parle là du seul mois de décembre. On parle du seul mois de décembre, et il faut se rappeler que Khalida Jarrar était également la présidente de Adamim, qui est l'organisation de prise en charge et de veille de la situation des prisonniers palestiniens. Donc ils vont sûrement pas remettre en liberté celle qui dirigeait l'action de solidarité pour les prisonniers palestiniens. Ouais. Ça n'aurait pas de sens. Bien sûr. Alors Khalida Jarrar, Nasser, ta réaction? Non, mais je pense que c'est triste, hein. C'est triste de voir. Imaginez-vous juste une seconde que si on prenait un député français qui soit mis en prison de la même manière que cette députée palestinienne, le scandale que ça aurait fait dans le monde entier. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut que l'État israélien aujourd'hui ça me surprend pas de l'État israélien. Voilà, j'ai pas de surprise. Il y a aucune surprise là-dessus. Je constate que malheureusement, le monde entier regarde tout ce qui se passe au sein des prisonniers palestiniens, et que ça dérange personne, et encore moins les autorités arabes et pays musulmans aussi qui n'interviennent pas et qui disent pas un mot là-dessus. Mais j'en parlerai tout à l'heure dans mon avis tranché. Il y a peut-être une chose qu'il faudrait en plus ajouter, c'est par rapport à nos relations en tant que pays, la France, avec Israël. La chose qui est la plus prégnante en fait dans les critiques qui sont faites à Israël, et notamment faites par Amnesty International, c'est le fait que ces gens qui sont mis sous détention administrative, alors ce qui n'est pas le cas de tous les prisonniers palestiniens, les chefs d'accusation sont quand même décidés par des tribunaux militaires. C'est ça. Oui. On juge des civils avec des tribunaux militaires. Déjà, il y a, oui. Ah bah ça, c'est un problème, c'est une problématique ça. C'est contre le droit international, oui, c'est une énième violation du droit international par Israël. Je crois qu'un auditeur, il faisait référence d'ailleurs hier. Et elle est inacceptable du point de vue de l'État français. On devrait normalement agir et faire des commentaires sur cette question. Et depuis longtemps déjà, on aurait dû réclamer la libération de Salah Hamouri. Alors pour le coup, Salah Hamouri, on en parlait hier. Salah Hamouri, je le disais, donc a été, c'est son 134e jour, 135e jour aujourd'hui de détention. Donc arrêté le 23 août dernier à Jérusalem à son domicile. C'est pas la première fois évidemment qu'il y va. Et là, on l'a transféré dans une prison apparemment beaucoup plus dure que celle où il était actuellement auparavant, pour donc je disais la simple raison qu'il est accordé une interview à travers ses avocats, parce que lui évidemment il peut entrer en contact avec personne, y compris avec son épouse et avec son fils. Il ne peut pas communiquer avec eux si ce n'est éventuellement par des lettres ou qui sont transférées via ses avocats. C'est extrêmement compliqué. On a eu Elsa Lefort, son épouse, plusieurs fois au téléphone pour elle lui envoie des courriers, il les reçoit pas toujours. Lui, c'est extrêmement, voilà, on le met à l'isolement, et là on l'a transféré dans une prison beaucoup plus stricte, beaucoup plus violente, c'est une sanction punitive purement et simplement pour avoir accordé une interview à l'humanité. Voilà comment ça se passe dans cette belle démocratie. Mais moi, ce qui me choque le plus, excuse-moi Christophe, ce qui me choque le plus, c'est que c'est un franco-palestinien, et quand on voit que la France ne réagit pas, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on reproche à Salah Hamouri? Rien. Il y a aucun motif. Actuellement, il y a Salah Hamouri qui avait été qualifié à l'Assemblée nationale, d'ailleurs, ce qui avait horrifié de terroristes par Abim Meyer, les députés de la France insoumise, des communistes, et également quelques-uns de la République en marche, faut le savoir, qui ont quitté l'hémicycle lorsque Maher Habib, qui était un député
On se demande de quel pour pays, moi. vraiment, qui a été ridiculisé d'ailleurs par Éric Coquerel, que je salue ici. Vraiment, il a été magnifique face à Meyer Habib. Mais vraiment, ça devient trop, quoi. Je veux dire, la France, comment Emmanuel Macron ne peut pas enclencher cette machine à pression, comme ils ont su le faire en Turquie pour obtenir la libération du journaliste, comme ils ont su le faire dans plusieurs pays. Pourquoi avec Israël on ne peut pas? Pourquoi la France ne se mouille pas? Est-ce à dire qu'il y a un lobby trop important ici? C'est probablement une question aussi de rétrocession, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on doit échanger contre la libération de Salah Hamouri, qu'est-ce que voudraient les Israéliens, et probablement que dans la négociation, les demandes des Israéliens sont trop importantes, donc pour l'instant l'État français laisse pourrir le dossier, c'est une éventualité. Ouais. Mais quand on voit... Puisque on va aborder le sujet tout à l'heure, je crois, quand on voit la facilité, la rapidité avec laquelle l'État français est en capacité d'extrader des djihadistes qui viennent de Syrie et d'Irak, vraiment on se demande comment c'est possible que Salah Hamouri reste aussi longtemps dans une geôle en Israël. Et je rappelle d'ailleurs à juste titre ici, parce qu'on avait été les premiers à le développer, enfin à donner cette info, que le Conseil de Paris avait, par la voix des communistes, enfin du Front de gauche, demandé un soutien à Salah Hamouri. Comme ce fut le cas, vous vous en souvenez, lorsque Gilad Shalit, soldat israélien, franco-israélien, avait été capturé pour demander sa libération. Il y avait son portrait qui était affiché sur la mairie de Paris. Pendant toute la durée de sa captivité, donc un soutien a été demandé par le Front de gauche à la mairie de Paris, au Conseil de Paris, qui a été rejeté. Voilà, ça il faut le savoir. C'est toujours bon à savoir. Donc tout ce qui touche à Salah Hamouri est donc de toute façon tout ce qui touche à la Palestine, tout ce qui touche à la Palestine, effectivement, oui. Et qui met, j'allais dire, en difficulté donc Israël. Oui, donc exactement. Voilà, c'est un interlocuteur avec qui la France prend énormément de pincettes. Exactement. Voilà. Alors j'aurais dû faire mon défi, mon comment on appelle ça? Ton avis tranché? Mon avis tranché, oui, parce que c'est dans ce domaine, c'est l'actualité, et c'est sur ce point-là. Voilà, je pense que c'est important qu'on le fasse. On va accueillir Kamel qui est avec nous au standard 01 40 33 9000, puisque vous le savez, vous avez la parole dans cette émission. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir à tes invités. Je renouvelle mes vœux à tous ceux qui nous écoutent. Alors pour réagir et pour être concret, pour tenter d'être concret dans ce qui nous amène à donner comme idée qu'on pourrait, moi je serais plutôt, alors pour faire concis, moi je serais par exemple, là très concrètement, faire en sorte de saisir Monsieur Macron qui s'apprête très certainement à participer, mais là il va falloir que, en tant que journaliste, vous regardiez tout ça, appeler à un boycott en France, à Paris notamment, à ce que le président de la République cesse d'aller à ce fameux dîner des CRIF, puisqu'il participe en écho à la politique israélienne. Et alors ça va être intéressant de voir, justement, en tant que président, est-ce qu'il va y aller ou pas? Il y a été en tant que candidat. Ce qu'il faudrait, mon cher Christophe, c'est que préalablement, tous ceux qui écoutent, là, et je l'ai dit maintes fois sur l'antenne, tout le monde ne peut pas descendre dans la rue, manifester, etc., mais tout le monde a la possibilité de décrocher un téléphone, d'appeler un journaliste de la presse régionale ou nationale, etc. Tout le monde peut le faire, ceci. C'est le rôle et le devoir de chacun que nous avons à faire. Vous êtes sur Internet, vous avez les téléphones. Je vous en conjure, appelez l'Élysée, appelez les rédactions et appelons à ce que ce dîner du CRIF, qui est finalement une officine de la politique israélienne, que le président de la République, qui représente l'ensemble des citoyens, cesse d'aller à ce dîner, cesse de cautionner la politique israélienne, que l'on fasse la réception qu'on peut faire comme ils le font aujourd'hui pour les cultes, les représentants du culte, et que ça s'arrête là, parce que c'est véritablement la politique qu'il faut mener, c'est-à-dire la politique républicaine, de démocrate, et de démocrate que je suis, et à cette République à laquelle j'appartiens, je dis que le président de la République n'a pas à se rendre ni à ce dîner du CRIF ou le dîner des autres, etc., etc. Je crois que le seul président, faut me rattraper si je me trompe, et on va vérifier en tout cas, mais il me semble que le seul président qui n'y a jamais été en tant que président, c'est Jacques Chirac. Il me semble, et tu as raison de le souligner, parce qu'on peut porter critique à l'égard de Jacques Chirac, mais il a été quand même à la hauteur de son rôle, il a été plutôt gaullien,
Et moi, j'apprécie le fait, c'est vrai qu'on peut regarder tout ça. Il faut se Et souvenir pour les que- plus jeunes d'entre vous, je vous invite à revoir les images lorsqu'il est parti en Palestine occupée en 96, il me semble. Et lorsque justement l'armée israélienne l'empêche d'aller un petit peu là où il a envie, dans les territoires palestiniens, il a menacé de partir. Ça suffit, vous me gonflez, laissez-moi tranquille, laissez-moi aller voir qui je veux, sinon je m'en vais. Donc on a frôlé l'incident diplomatique pour le coup. Et bon, après ils l'ont laissé un peu tranquille. Mais Jacques Chirac, oui, c'était un peu cet esprit gaulien qu'il avait effectivement et qui a jamais. Alors il faut peut-être que je dis une bêtise, hein, mais il me semble qu'il s'est jamais rendu au dîner du CRIF en tant que président. Il faut reconnaître qu'il a eu ce courage, il a eu des dérives aussi à l'égard de la communauté, etc. Mais on peut effectivement. Ouais, mais il paraît, c'est pas pour l'excuser, hein, mais pour le fameux bruit l'odeur, il paraît qu'il avait un petit coup dans le nez. Vous savez que Jacques Chirac aimait beaucoup boire, hein. Oui. Et lorsqu'il partait, notamment, vous savez, pour la petite histoire, lorsqu'il partait en campagne électorale, il allait chez tous les commerçants, puis chaque commerçant évidemment était ravi de recevoir Jacques Chirac, Bah oui. et il savait qu'il adorait la campagne dans le 8-6, hein. Et à chaque fois, il ressortait, il pouvait pas évidemment, il était complètement bourré à la fin de la journée, mais toujours debout, hein, Jacques Chirac. Permets-moi, s'il te plaît, Oui. véritablement, en ces débuts d'année, de préciser à tous ceux qui écoutent, mais très sincèrement, et avec beaucoup de force et de profondeur, je vous en conjure, les uns et les autres qui écoutez, décrochez vos téléphones, appelez la présidence, appelez les médias et faites votre job. On peut toujours venir intervenir sur l'antenne de Radio France Maghreb 2, mais il faut faire plus que ça. Et que chacun, nous restons comptables finalement, les uns et les autres, de ce que nous ferons ou ne ferons pas. Voilà, ça c'est très Merci important. Kamel. Merci à toi. beaucoup. Merci. 01 40 33 9000, je sais pas d'ailleurs c'est quand ce dîner du CRIF là. Aucune idée. Aucune idée, oui. J'ai bien aimé Jean-Luc Mélenchon l'autre fois quand on lui a parlé de ce dîner, il lui a dit mais moi je m'en fous, j'ai pas envie d'y aller à leur dîner. Il m'invite pas, hein, de toute façon. Je crois qu'il sera pas invité. Oui. Non, ça c'est clair. Oui, a priori il sera pas invité. Est-ce que Macron va y aller en tant que président? Tiens, vous qui faites un peu de. Oui, ça va pas me surprendre. Ouais. Oui, je pense qu'il sera présent. Oui, en catimini. C'est oui. Ah bah, c'est il est- difficile d'y aller en catimini Non, quand mais même. il essaiera de pas être pris en photo, éviter qu'il y ait Ça va être vidéos vraiment qui très circulent. compliqué. ça Au va être contraire, tu compliqué. connais un petit Ah. peu le CRIF, ils vont tout faire pour justement ça se passe pas en catimini. Pour eux, c'est une réussite que d'avoir le président et tout le gouvernement à chaque fois, quoi. Il y aura peut-être la télé. C'est 24 News. En plus, c'est Quand Emmanuel Macron s'est rendu au dernier dîner du CRIF pendant En tant que candidat. la campagne, il n'y a que 2 photos qui ont circulé de lui. Et c'était 2 photos, il y a eu le selfie. Ouais. Et la deuxième était une photo amateur. Hein. Ouais. Il Bah a alors, tout fait pour là, pas là, passer là, sur s'il les y va en photos tant que officielles. président, il sera obligé de parler, donc il va faire un discours. Ah bah. Oui. Ouais. S'il fait un discours, Ça, je suis là, d'accord. il n'y a pas le choix. Oui. Bah oui, voilà. Donc après, on peut imaginer qu'il n'y aille pas. Hein. Vous savez, il est tellement imprévisible ce président. Ouais, Il a- vous avez vu les vœux là 17 minutes de vœux C'est énorme. dimanche. Ah, non. Et alors, il a fait une version Moi, plus j'étais courte pour occupé. la jeunesse. Ouais, 2 minutes. Sur Twitter, il a tout résumé en moins de 2 minutes. Il est fort. Hein. Il est fort hein, quand Il est même. fort, il est Sacré fort. communicant. Hein. Il est fort. Par contre, je vous invite à réécouter le discours sur les fake news qu'il a prononcé hier devant les journalistes. Moi, je suis assez inquiet, franchement. Il faut lire entre les lignes, c'est très dangereux pour une démocratie comme la France. Complètement. Voilà. On en reparlera d'ailleurs dans le zapping. Restez avec nous dans un instant, les avis tranchés. Tiens, le premier, c'est Nasser qui va passer Ouais. pour justement rester en lien avec ce dont on parlait, la Palestine. Il va nous donner des chiffres. Le zapping à suivre et on parlera aussi d'Erdogan avec Redouane Moumine. Mariage de raison ou d'amour ou Avec Al-Qaïda. avec Al-Qaïda pour Erdogan qui sera, pour la petite info, demain à Paris, reçu par Emmanuel Macron. Merci de rester avec nous. Le grand forum, le vrai, l'authentique. L'original, c'est là. Oui, méfiez-vous des imitations. France Maghreb 2, 16h-18h. Votre serviteur et ses chroniqueurs. À tout de suite. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Nasser Lajili, avec Redouane Moumine qui sont avec nous évidemment jusque 18h. Vos appels en direct 01 40 33 9000. Et pour aussi réagir à la question du jour, dont je vous rappelle, donc on a appris que Dalil Boubacar avait quitté le CFCM au simple motif qu'il n'a pas été invité par le président Emmanuel Macron pour les vœux transmis aux responsables religieux. Du coup, il a quitté le CFCM. A-t-il eu raison selon vous ou tort? Vous êtes 63% à estimer qu'il a eu raison sur Facebook, 63% sur Twitter. Eh bien, vous continuez en tout cas à voter sur les réseaux sociaux, Facebook, France Maghreb 2, ainsi que Twitter LGF officiel, et en nous appelant bien sûr en direct au 01 40 33 9000. Nasser, tu es prêt? Non, mais je suis prêt, mais c'est juste On a un petit problème technique. Ah bon? Téléphone. Qu'est-ce qui se passe? La caméra veut pas se mettre en route. Il faut appuyer 2 fois. Je crois. Voilà. Attends, on fait en direct, hein, les gars. Hein. Ouais, ouais. Qu'est-ce qu'elle a, cette caméra?
C'est du direct. Ça arrive. Bah oui, c'est du direct. Bon, Nos écoute. amitiés à tous les auditeurs. Ouais. Qui nous écoute 01 40 33 9000 évidemment. Eh ben tiens, on va prendre quelqu'un alors. Bonsoir. Allô? Ah bah y a personne. Très bien. 01 40 33 9000 évidemment si vous voulez nous appeler en direct dans cette émission le Grand Forum. Vos appels donc en direct 01 40 33 9000 bien sûr. Le code tu veux? C'est ça, c'est le code qui fait. 5807. Je te le donne mon code. Voilà, je le balance à toute la France. C'est pas mon code de carte bleue les gars. 5807. OK. Non, c'est pas mon code de carte bleue, vous inquiétez pas. De toute façon, faut déjà la trouver la carte bleue. 01 40 33 9000 si vous voulez nous appeler. On va passer donc avec donc Nasser Lajili pour son avis tranché. La caméra c'est bon? Non, c'est pas bon, mais c'est pas. Tu m'as dit c'était quoi le code? 5807. 5807. Voilà, 5807. Vas-y, tape 5807. C'est bon, là normalement. Voilà. Faire. Alors attends. Mais en mode caméra par contre. Voilà, en mode caméra, parce que sinon après, voilà, pour qu'on filme bien, évidemment, notre ami Nasser Lajili, hein, pour qu'il soit bien beau devant la vidéo. Bah tiens, bon, c'est bon? Parti. Ouais. Bon, et ben c'est parti. Sur France Maghreb 2, voici le jingle donc pour lancer la vie tranchée. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Avis tranché de Nasser Lajili pour nous parler évidemment de la Palestine, Nasser. C'est ça, c'est surtout des prisonniers palestiniens. Alors j'ai mis comme titre des milliers de Palestiniens croupissent dans les prisons israéliennes. Pour tenter de donner l'ampleur de la situation subie par les Palestiniens, je dois vous donner quelques chiffres marquants. On compte en 2017 6300 prisonniers palestiniens dans les prisons israéliennes, en violation du droit international puisque sur décision des tribunaux militaires. Sur ce total actuel de 6300, on compte 61 femmes, 13 députés du Conseil législatif palestinien, plus de 300 enfants de moins de 18 ans, dont récemment la jeune Ahed Tamimi, au prétexte qu'elle a giflé un soldat. Entre 2015 et 2016, le nombre d'enfants détenus a triplé. 458 prisonniers purgent des condamnations de prison à vie et 459 des condamnations de plus de 20 ans. 1700 prisonniers sont malades, 25 d'entre eux seraient dans un état critique et ne recevraient pas les traitements appropriés. Depuis 1967, 850 000 Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes. Presque toutes les familles palestiniennes ont des membres qui ont subi des peines d'emprisonnement. C'est énorme. Il faut citer notamment le cas de Salah Hamouri, on en a parlé tout à l'heure, qui est citoyen français, déclaré citoyen d'honneur par plusieurs communes de France, emprisonné officiellement sans motif depuis 135 jours, et aussi bien évidemment le dirigeant Marwan Barghouti, qui est très populaire, surnommé maintenant le Nelson Mandela de palestinien. Quand on prend en considération sérieusement ces chiffres énormes, qui ne sont pas abstraits, car ils représentent autant d'hommes, femmes, enfants en chair et en os, on est obligé de réaliser qu'il ne sert à rien d'avoir constamment le mot paix à la bouche. Que la paix n'est juste pas possible à mon sens. Une phrase résume parfaitement la situation, c'est pas de justice, pas de paix. Alors, les dirigeants du monde, et notamment les dirigeants arabes et européens, s'ils veulent sincèrement la paix, doivent intervenir d'abord pour plus de justice à l'égard du peuple palestinien opprimé. Voilà mon avis tranché, Christophe. Merci beaucoup Nasser, c'était efficace avec du chiffre. Redouane? D'accord ou pas d'accord? D'accord ou pas d'accord avec notre ami Nasser? Intéressant. 01 40 33 9000. Redouane, d'accord ou pas d'accord? Ah bah oui, totalement. Ouais. Bon. Allô, bonsoir. Bonsoir, Bonsoir, votre prénom, cher ami? Mohamed, Mohamed, vous nous appelez d'où, Mohamed? d'Orléans. D'Orléans. Vous avez écouté Nasser, vous êtes d'accord ou pas avec lui, là? Ah ben 100%. 100%, d'accord. Bon, Mohamed, on vous écoute, qu'est-ce qui vous amène? Ah ben moi, je sais pas, j'en reviens pas parce que dans les années 70, 80, 90, même plus tard, on pouvait pas parler. Hein. C'est dit qu'on était pro-palestinien, on était accusé de raciste, d'antisémite et tout ça. Maintenant, moi, c'est quelque chose. Je pensais pas quoi que c'est déjà un exploit quoi. Ouais. La situation, ça s'arrange pas aussi. Bah, c'est toujours autant compliqué et difficile de parler de la Palestine, cher monsieur. Ah oui. Ouais. Bah oui. Ah oui. Bon, eh ben merci Mohamed. Moi, je croyais à l'époque, je croyais qu'on était en démocratie. Je parlais, mais j'étais toujours suivi.
Merci Mohamed, en tout cas de votre appel depuis Orléans 102.6, la fréquence pour nous écouter bien sûr. D'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili? Bon, non, sans nul doute, on a réglé du 100%, mais bon. Quoique non, on peut. Il y en a certains, peut-être qu'ils ont 01 40 33 9000. D'accord ou pas d'accord avec Nasser Lajili? C'est le moment d'appeler si vous voulez évidemment nous donner votre avis qui nous intéresse. En tout cas, Redouane, il est d'accord. Pour le coup. Ce qui est impressionnant quand même, parce que j'ai donné quelques chiffres. Moi, quand j'ai vu ces chiffres-là, surtout quand on apprend qu'il y a eu plus de 850 000 Palestiniens depuis 1967 qui ont connu les geôles israéliennes. Voilà, on est quand même là, c'est du haut niveau. Quand je dis du haut niveau, c'est hallucinant de voir que il y a eu autant de Palestiniens qui sont passés dans les geôles israéliennes. Et d'ailleurs, je pense que la plupart de ces gens-là n'ont pas été jugés. Ils ont été mis directement en prison pour essayer de voilà. C'est une incarcération qui est plus importante que celle des combattants de l'ANC en Afrique du Sud, sur l'espace de 40 ans. Voilà. Bon, avant celui de Redouane dans un instant, qui va nous parler donc de Erdogan, donc qui sera en visite demain à Paris. On va parler, à faire un petit tour du côté du zapping. Tiens, pour débuter ce zapping, messieurs, le champion du monde de boxe, Patrice Carton, vous connaissez? Ah non. Ah bon, vous connaissez pas Patrice Carton? Il est dans quelle catégorie? Il fait de la boxe, de la boxe française, je crois, avec les pieds et les mains, c'est la boxe française. Ouais. Hein, c'est ça. Bon, en tout cas, lui, il se fait remarquer aussi sur les réseaux sociaux. Il a provoqué notamment quelques rappeurs comme Booba, etc. Enfin, il a adressé un message aux agresseurs de Champigny. Écoutez son message de Patrice Carton. Même un chien, on lui fait pas ce que vous avez fait. Vous êtes des lâches. Tous ceux qui ont sauté sur cette pauvre femme, je sais pas combien. Elle a un calibre, elle aurait pu vous tirer dessus, elle l'a pas fait. C'est elle la courageuse. Vous êtes des gros lâches. Et ceux qui ont fait ça, commencez à trembler. Parce que la police française, je vous le dis, ils sont très très forts pour vous retrouver. Quand ils veulent, ils savent. Et t'inquiète pas, ils vont vous retrouver. Vous êtes des lâches et vous méritez. Et ne cherchez pas des excuses à faire votre victimisation. Il n'y a aucune excuse. Il n'y a aucune excuse. Faire ce que vous avez fait, c'est de la lâcheté pure. 30 sur une femme, même sur un chien, ça ne se fait pas. Et ma parole, si j'étais resté sans rien dire, sans mettre cette vidéo, je me sentirais un gros lâche et le silence, ce serait la complicité. Je peux pas m'associer à des garces comme vous, de renom en plastique que vous êtes. Vous êtes des merdes. Vous êtes des merdes. Et je vous souhaite le malheur, à tous ces crasseux qui ont fait ça. Je vous souhaite tous le malheur. Voilà, Patrice Carton qui évidemment réagissait à ce qui s'est passé à Champigny lors de la soirée du réveillon du 31 décembre, messieurs. Ouais. Après, moi, je peux être d'accord avec lui, mais après, c'est le ton que je suis pas très. De toute façon, je suis pas très admirateur de la manière dont il parle, parce que c'est pas la première fois que je l'entends. Par contre, moi, je pense que oui, effectivement, sur le fond, il a raison. C'est de se dire, voilà, tous ceux qui ont pu faire ces actes sont des lâches, effectivement, parce que c'est, voilà, on s'en prend aux plus faibles, surtout quand ça concerne une femme. Et après, ça ne justifie pas de certaines insultes. Il y a une manière aussi peut-être de le dire et de le faire. Voilà. Oui, surtout ne pas inciter à la vendetta. C'est ça. Parce que c'est évident que dans la police, je sais pas pour Champigny, mais probablement dans les autres effectifs de la police dans le département, il va y avoir des désirs de vengeance. Mais oui, c'est vrai en plus. Et donc, il faut un appel au calme de tous les côtés. Il y a de très fortes chances qu'ils se fassent retrouver, parce qu'il y a beaucoup de caméras de sécurité maintenant dans les villes. Et oui, espérer qu'ils écopent de peines de prison très sévères. Du coup, le débat est sur le retour des peines planchées qui avaient été abandonnées sous Taubira. Non. Enfin, non, pas forcément. Mais pas forcément les peines planchées. Mais il faut que ce soit ça revient sur la table, quoi. Alors là, c'est une erreur. C'est le fait de partir d'un fait divers pour construire un système. Mais c'est un peu ce qui se passe souvent dans ce pays, hein. Malheureusement. Ouais. Oui, c'est la loi du buzz et on court derrière l'actualité. C'est ce qu'ont l'habitude de faire nos hommes politiques. C'est ça. Avec la complicité des médias. C'est surtout d'être juste, parce que effectivement là c'est un lâchage qu'il y a eu envers 2 policiers, mais on a aussi dénoncé au moment où il y a eu des des personnes qui ont subi aussi des violences policières. Et ça, effectivement, on l'a toujours dénoncé. Donc, il faut pas faire de la communication à géométrie variable. Il faut savoir dénoncer les choses quand les choses sont pas
pas correct, quoi. Donc voilà, et ce qui s'est passé le 31 décembre, effectivement, c'est un acte qu'il faut dénoncer, comme on peut dénoncer quand il y a eu l'affaire de Théo, Adama Traoré et plein d'autres. Donc voilà, faut pas avoir peur de le dire. Et je sais pas si tu seras d'accord avec moi là-dessus, mais le fait qu'il faut que ce soit des peines vraiment exemplaires, parce que en dehors des hommes qui ont été agressés, c'est l'État qu'on a agressé, et dans le même sens, quand des gens comme Adama Traoré avec des enquêtes qui piétinent, ou récemment on a eu le renvoi à la justice pour le frère d'Adama. Non, pas Dama, j'ai perdu son nom. Urgence Police Assassine. C'est Ahmed Bentounsi, ça. C'est Ahmed Bentounsi, voilà. Il y a le renvoi. Je crois que la justice a rendu un verdict. Oui, un verdict pour son frère. Le policier a pris prison avec sursis, je crois. Voilà, prison avec sursis, c'était très symbolique. Là, c'est le même cas, c'est-à-dire en dehors de l'homme, c'est un représentant de l'État, et donc la peine doit être exemplaire dans l'autre sens. Également. Avant de continuer ce zapping, Karim qui nous appelle de Puteaux. Bonjour Karim. Oui, bonsoir. Bonjour Christophe. Bonne année à vous déjà. Bonne année à vous, Karim. Pour vous dire que quand j'ai un petit moment, j'essaye de vous suivre parce que j'admire beaucoup l'objectivité, on va dire, de votre radio. Voilà, ça serait sympa, Karim. Fais passer le mot, Karim. Qu'il y ait une fenêtre plus ouverte pour tout ce que vous dites, parce que alors moi rapidement je reviens sur ce qu'a dit votre invité sur un aspect de la Palestine. Ouais. Franchement c'est mathématique ce qu'il dit, hein. Il n'y a pas besoin d'être pour ou contre, c'est mathématique. Ceci étant, il a souligné quelque chose de très important, c'est l'intervention des pays arabes, etc. Et là vous parliez par exemple aussi d'un phénomène de société française. Je crois qu'il y a une corrélation dans tout ça. Le fait qu'aujourd'hui, les pays de nos parents, moi je suis d'origine maghrébine, les pays de nos parents n'ont aucune influence sur ce type de problématique. Et je crois que c'est ça aujourd'hui le gros problème. C'est que ça soit un État, on parlait d'un État, ça peut être un autre, on pignon sur rue comme ça et réalise des incarcérations dans des pays indémocratiques, qui restent des pays démocratiques pourtant. Il n'y a aucun poids. Il n'y a aucun poids de ces pays-là. Ces pays-là ne pèsent rien. Et nous les petits-enfants, bon, je parle pas pour moi parce que il y a aucun souci, mais je parle pour nous tous. Voilà, ça a un poids parce qu'on vient de ces pays-là, donc qui n'ont aucune influence, et puis ça se répercute. Voilà ce que je voulais dire simplement. Et c'est dit, Karim, et je compte sur toi pour faire passer le mot, pour qu'on soit de plus en plus évidemment à l'écoute de cette émission, parce que au-delà d'une émission qui existe, elle doit servir à quelque chose. Et si tant est que chacun puisse peut-être apporter des propositions, des solutions, ça sera déjà une bonne chose de faite. Merci beaucoup en tout cas, Karim. Écoutez, en tout cas, super année à vous et continuez. On va tâcher, tant que vous êtes là, on est là, nous. Merci, salut Karim. Merci encore. Du côté de Puteaux, alors on va continuer ce zapping. Donc c'est parti pour la traditionnelle tournée des vœux, donc du présidentiel. La presse s'était conviée hier après-midi au Palais de l'Élysée. Emmanuel Macron n'a pas hésité à critiquer la proximité entre pouvoir et médias qui a longtemps nui, selon lui, à l'action publique. Outre l'annonce d'un projet de loi sur l'audiovisuel public avant la fin de l'année, le président a annoncé la création d'une loi sur les fake news, les fausses nouvelles, pour protéger la vie démocratique, notamment en période électorale. On l'écoute. Je pense qu'il y a un esprit de vengeance là pour le coup. Vous vous souvenez avec RT. Oui, RT et puis Proxy, je sais plus quoi là, un truc russe là. Sputnik, voilà. Exactement, qui avait propagé quelques infos sur lui, du coup il l'a mal digéré. Écoutez le président. J'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. En période électorale, sur les plateformes Internet, les contenus n'auront plus tout à fait les mêmes règles. Comme vous le savez, propager puissamment une fausse nouvelle sur les réseaux sociaux ne requiert aujourd'hui que quelques dizaines de milliers d'euros et peut se faire dans l'anonymat complet. Les plateformes se verront ainsi imposer des obligations de transparence accrues sur tous les contenus sponsorisés afin de rendre publique l'identité des annonceurs et de ceux qui les contrôlent, mais aussi de limiter les montants consacrés à ces contenus. C'est un corrélat indispensable aux règles que nous avons fixées pour notre vie démocratique et nos débats politiques. En cas de propagation d'une fausse nouvelle, il sera possible de saisir le juge à travers une nouvelle action en référé permettant, le cas échéant, de supprimer le contenu mis en cause, de déréférencer le site, de fermer le compte utilisateur concerné, voire de bloquer l'accès au site internet. Là, pour le coup, c'est du concret, les gars. Ouais. Alors ? C'est inquiétant. C'est très inquiétant, non ? Ouais.
C'est plus qu'inquiétant. Parce que pendant ce temps-là, l'émission politique sur France 2 va continuer à se faire plaisir. Ouais. Et tant qu'on déférence pas BFM TV... Mais c'est exactement ça. Mais c'était exactement ça. Je pensais à ça d'ailleurs. Parce que quand on voit BFM TV et CNews un peu moins, mais surtout BFM TV, toute la propagande qu'elle peut mener quand il s'agit de questions d'actualité ou d'autres. Bon voilà, après, lui il parle d'échéance électorale, si j'ai bien compris. C'est sur des périodes. Je veux dire, les médias doivent continuer à exister, même si ça plaît pas à tout le monde. Je pense que c'est une vengeance qu'il veut avoir envers certains médias, c'est tout. Mais la loi a déjà prévu des choses pour ça. Oui, mais c'est pas assez selon lui. Dans la liberté d'expression, il y a 3 choses qui sont interdites. 3 infractions. La diffamation, l'injure. Ah, mais j'ai perdu le 3e. Bon, il y en a 2 déjà. Moi, ça c'est clair. À partir de ces 3 éléments-là, alors j'ai déjà oublié le 3e, on peut faire condamner un journal ou un média qui a outrepassé une règle. Ça c'est déjà vu. Riposte laïque. Ouais. Constamment, puisqu'ils sont régulièrement dans la diffamation, donc ils sont régulièrement condamnés. Il n'y a pas besoin d'avantage. Alors, affaire à suivre, j'ai envie de dire, et on veillera au grain pour le coup, quand ça va passer ce truc-là, quand ça sera en discussion, en tout cas à l'Assemblée nationale. Emmanuel Macron, donc le président de la République, le ministre de l'Intérieur, lui, Gérard Collomb, représentait hier après-midi ses vœux à la gendarmerie nationale. À l'hôtel des Invalides, il a souligné 3 grands défis pour les forces de l'ordre: la lutte contre le terrorisme, bien sûr, les missions d'ordre public avec notamment le démantèlement de la ZAM de Notre-Dame-des-Landes, mais également le défi migratoire. On écoute Gérard Collomb hier aux Invalides. Sur le plan extérieur, il s'agit à la fois de soutenir en Afrique une politique de développement permettant à la jeunesse de se construire un avenir sur ce continent, et en même temps de lutter contre les réseaux de passeurs qui font trafic des êtres humains. Sur le plan intérieur, nous voulons à la fois accueillir toutes celles et tous ceux qui dans leur pays sont victimes de la guerre ou de persécutions, et pour permettre cet accueil justement, nous montrer fermes vis-à-vis de ceux qui, présents illégalement en France, n'ont pas vocation à demeurer sur notre territoire. En 2017, les militaires de la gendarmerie ont appliqué ce principe d'efficacité, avec près de 40 000 interpellations d'étrangers en situation irrégulière. En 2018, il nous faudra poursuivre cette action. Gérard Collomb, qui là aussi parle d'un grand sujet qui va être en discussion bientôt à l'Assemblée nationale, la loi sur l'immigration. On s'observait depuis tout à l'heure avec Nasser, on est mort de rire parce qu'on entend. C'est tellement inquiétant et en même temps affligeant. Je voulais juste dire une chose pour les auditeurs avant, je parlais de 3 choses qui outrepassent la liberté d'expression. Donc il y a la diffamation, l'injure et l'atteinte à la dignité. Voilà. Très bien. Comme ça on clôt. Comment dire en fait, les 2 dernières polémiques qui sont liées à la question migratoire en France, là récemment, c'était la demande à ce que les médecins puissent participer au référencement des sans-papiers et donner des informations sur les potentiels expulsables. Et la deuxième, c'était de faire entrer la police et les forces de sécurité de la police administrative dans les centres d'hébergement pour pouvoir contrôler l'identité des gens. Ouais. Donc là, c'est 1984. Mais c'est impressionnant, mais même le ton qu'il prend. Quand on entend le discours, on a l'impression d'être dans les années 70, dans les années 80, et écouter le discours d'un ancien président de la République. Mais c'est vrai, sauf que c'est avec les mots de Charles Pasqua. Malheureusement, c'est vrai. Mais il n'y a pas l'accent là. Il n'y a pas l'accent. Bon, on a Rafik de Corbeil-Essonnes qui nous appelle. Salut Rafik. Oui, bonsoir. Bonsoir Rafik, sois le bienvenu. Ouais, merci. Je voulais parler un peu déjà sur le discours de Macron. Oui. Déjà, franchement, je suis content qu'il soit président juste pour le fait qu'il a pas invité Dalil Boubacar. Franchement, et ça prouve qu'il a une vision d'actualité et qu'il n'est pas si ignorant que ce que les gens disent. Quoi. Il a marqué un point. Bon. Et pour le reste, il y a un mais, je suis sûr. Mais j'en suis sûr qu'il y a un mais. Non, il n'y a pas de meuf. Ah bon, d'accord, ok, vas-y, poursuis rapide. Il parle du CFCM et tout, franchement, je suis super content. Un macroniste convaincu. Oui, Raphaël. Ouais, non, c'est bien, ils servent à rien, ceux-là, et je sais pas, ils représentent qui, mais pas les musulmans. Bon, en tout cas, il a eu raison ou tort, alors, Boubacar, de démissionner du CFCM, de partir? C'est pas qu'il a eu tort ou raison, il a fait ça parce qu'il avait pas le choix, moi, je pense qu'il doit avoir
il doit avoir des disputes entre eux et il a fait ça pour sauver la face, quoi. Mais il a pas fait ça de pleine intention, je pense. Ok, Rafik. Ouais. Et j'ai d'autres trucs à parler si j'ai un peu de temps. Rapido, vas-y. Ouais, je voulais parler aussi, vous avez parlé du conflit israélo-palestinien. Ouais. Moi, il y a un truc qui m'énerve. Qu'est-ce qui t'énerve, Rafik? Qui sont bons qu'à critiquer, qu'à parler sur eux, ils ont pas fait ci, eux, ils ont pas fait ça. Mais moi, il y a un dicton que j'aime bien, c'est faut balayer devant sa porte avant de balayer chez les autres. Et c'est, par exemple, il y a un moment, il y avait un scandale, il parlait, le Maroc, il achète des logiciels israéliens. Et ces débats, ils ont lieu sur Facebook. Il faut arrêter au bout d'un moment. Les gens, ils utilisent Waze, Facebook. Ouais, c'est israélien. Des trucs pro-israéliens. Ouais, grave. Ils vont dire que certains pays, ils utilisent des logiciels israéliens. Mais il faut déjà arrêter d'utiliser soi-même avant de demander aux autres de pas utiliser. Ouais, c'est vrai que Waze, faut le savoir, hein, faut aller regarder, siège social Tel Aviv, hein. Ok, on a compris. Ouais, c'est eux qui l'ont créé, après ils l'ont vendu, mais c'est toujours... Et d'ailleurs, Waze qui avait fait une polémique, vous en souvenez, lorsque Waze proposait aux Israéliens d'éviter les quartiers palestiniens. Ouais. Et il y a un autre truc aussi, c'est que vous parlez pas de ce qui se passe en Israël, là, par rapport aux Somaliens et tout, qu'ils expulsent. Là. Ah oui, effectivement, il y a, alors là, c'est en train de durcir au niveau des migrants. Ils veulent expulser pas moins de 40 000 personnes, hein, 40 000 migrants, donc d'Afrique, d'Israël. Ça fait scandale. Parce qu'ils parlent pas beaucoup de ça aux médias, vous savez très bien pourquoi. Bah oui. Ouais. Faut un peu dire les bonnes choses qu'ils font. Attendez, Rafik, moi j'ai envie de vous dire, chacun doit avoir ses responsabilités. Nous, vous savez, il faut qu'on fasse un tri dans l'information, parce qu'il y en a tellement. À vous aussi de nous appeler pour relayer des informations qui vous tiennent à cœur. Exactement. Donc n'hésitez pas. Et là, vous l'avez fait, c'est très bien, Rafik. Bravo. Et c'est ainsi que quand un auditeur nous écoute, il repart, je veux dire, à 18h avec une information complète. Il a eu tout, quoi. Et je vais en profiter pour faire une confession. Ouais, fais une confession. Confesse-toi. J'ai acheté un petit matériel informatique il y a quelques semaines sur Amazon. Ouais. Et quand il est arrivé, c'était marqué par avion Israël. Ah ouais. Et quand on fait des recherches, on découvre qu'en fait, tout ce qu'il y a comme polémique sur les fruits et légumes qui arrivent en France, qu'on doit boycotter, etc. En fait, ce qui fait vivre les colonies aujourd'hui en Israël, c'est les nouvelles technologies. Ah ouais, et les nouvelles technologies, on y est tous... Ah bon, on a tous des puces israéliennes, des clés USB probablement fabriquées en partie en Israël. Et on utilise tous Waze. Après, moi, excusez-moi, moi je critique pas. Moi j'utilise des trucs israéliens, je veux pas vous mentir. Ouais, oui, bien sûr. Facebook. Mais en fait, c'est que les gens, ils sont bons à critiquer, alors qu'un État, il a des responsabilités, il a beaucoup de contraintes que nous, on n'a pas, et même nous, on n'arrive pas à pas les utiliser. Et ces gens-là, ils ont la critique facile. C'est pour ça que je voulais un peu parler de ça. C'est que si déjà nous, on était au premier rang du boycottage, il y aurait beaucoup plus ça résonnerait beaucoup plus. Rafik, tu fais quoi dans la vie? Je suis restaurateur. Restaurateur. Ah oui, c'est toi le restaurateur qui voulait pas donner l'adresse. Ouais, c'est moi qui ai appelé hier ou avant-hier. Ouais. Tu veux toujours pas donner l'adresse de ton restaurant de peur d'être grillé? Non, je donne pas, j'ai peur que pas de problème. T'assumes pas gros, hein, mais c'est pas grave. Merci beaucoup Rafik en tout cas. Allez, bonne soirée. Ciao, à bientôt. Et oui, non, attendez, les auditeurs. Qu'on se comprenne, messieurs dames, effectivement, qu'on soit bien clair. Vous avez effectivement une flopée d'informations, on peut pas tout traiter, on n'a pas le temps d'abord. Et à chacune et chacun de vos interventions, chères auditrices, auditeurs, vous pouvez apporter, j'allais dire, des informations qu'on n'a pas traitées et que vous souhaitiez faire prendre connaissance auprès des auditeurs. Vous avez aussi votre responsabilité, votre rôle à jouer. Justement, la liberté dans cette émission vous le permet, donc n'hésitez pas. Tiens, on va prendre un petit coup d'œil du côté du standard encore une fois, tiens, parce que j'en profite en faire. Allô, bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Quel est votre prénom, cher monsieur? Bonsoir, c'est Massir de Sarcelles. Salut, Nasser de Sarcelles. Bonsoir. Massir, ouais. Je vous appelle, bon, c'est vrai, c'est toujours par rapport à ce conflit palestinien. L'idée, bon, c'est vrai que le boycott et tout ça, c'est très bien, ça fonctionne. Mais bon, moi, je suis parti il y a 2 ans avec une agence de France. Ouais. Et on est parti, on a rencontré le Cheikh Youssef là-bas à l'Arsa. On a visité, c'est vraiment une agence de France et ça te permet c'est vraiment peut-être une des seules, bon, elle se trouve à Ivry-sur-Seine, bon, c'est Gomeka. J'ai vraiment aimé parce que le Cheikh qui nous a dit, là, il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Des dons, des doras. Il nous a dit, venez, parce que cette mosquée, c'est la vôtre. C'est la vôtre, c'est pour vous. Et je vous promets qu'à la douane, on est passé par la Jordanie, Jordanie, très beau pays, Petra, bon bref, on est passé par la Jordanie, et
il y avait des gens qui attendaient. Bon, il vous dit que vous passez pas, vous passez. Il y a une personne, elle est venue 2 jours. C'est-à-dire, il nous a dit que le lendemain, il venait tous les jours. Il a été refusé une fois, il revient, hein, il s'assoit, il attend. Ouais. Et on a attendu 6 heures à la frontière jordanienne par car. Mais une fois que vous êtes là-bas, sincèrement, quand vous vous trouvez sur cette mosquée avec des gens de France, le regard des gens, c'est vraiment magnifique. Et j'en vivre encore. Après, on est parti, c'est vrai, sur Médine et la Mecque, bon, ça c'est autre chose. Mais vraiment, si on veut faire quelque chose pour la Palestine, il faut aller là-bas. On peut y aller, faut pas croire qu'on peut pas y aller. Ils vous donnent les visas à passer par la Jordanie, visiter Petra, traverser, et c'est sécurisé. Mais vraiment, aller à cette mosquée. Merci Nasser, ton téléphone est pourri ou c'est ta ligne, hein. Je sais pas chez quel opérateur tu es, mais faut surtout pas y aller. Merci Nasser, en tout cas, c'est vrai que là, pour le coup, aller visiter Al-Quds, voilà, c'est. Mais c'est une très belle ville, hein, Jérusalem. Moi, je suis parti 5 fois, par des, en voyage organisé, mais pas par une agence, mais c'est par une délégation. Et effectivement, quand on va à Jérusalem, c'est une ville assez cosmopolite, c'est une ville qui est très riche, on va dire, d'histoire. Et bien évidemment, c'est vrai que quand on arrive à Jérusalem et à la mosquée d'Al-Aqsa, c'est exceptionnel. C'est vrai que c'est un moment convivial, et surtout, on n'a plus l'impression d'être en Palestine quand on est à l'intérieur. Effectivement. Les Françaises parties en Syrie et en Irak veulent rentrer au Bercail et ainsi répondre de leurs actes dans les tribunaux français. Emmanuel Macron est bien dit vouloir traiter ça du cas par cas. Votre avis m'intéresse pour le coup. Nasser, Redouane, auditrice, auditeur, 01 40 33 9000, on en parle dans un instant, sans oublier l'avis tranché évidemment. Auparavant, on va parler d'Erdogan qui peut-être a fait un mariage de raison avec Al-Qaïda. Tout de suite. Ou d'amour. Merci d'être avec nous en direct sur France Maghreb 2 dans votre émission Le Grand Forum avec Nasser Lajili et Redouane Moumine qui sont avec nous aujourd'hui pour vous accompagner, chers amis auditeurs, auditrices. Et on va, avant d'entamer ce sujet, et je vous invite d'ores et déjà à nous appeler pour nous donner un petit peu votre réaction sur les Françaises qui souhaitent et qui ont écrit d'ailleurs pour quelques-unes d'entre elles à Emmanuel Macron pour qu'elles soient rapatriées en France, afin qu'elles puissent répondre de leurs actes. C'est ce qu'elles ont donc donné dans leur lettre à Emmanuel Macron. Alors les avis sont partagés évidemment. Emmanuel Macron lui parle de cas par cas pour ce qui est des retours des femmes de personnes parties en Syrie et en Irak. Et sachez d'ailleurs qu'il y a des enfants qui ont été rapatriés, des enfants de ces femmes. Pour ce qui est des femmes qui sont quelques-unes d'entre elles en Irak, arrêtées d'ailleurs en Irak, qui sont également arrêtées par les Kurdes en Syrie. Donc du coup la question se pose et votre avis m'intéresse pour le coup. On en reparle dans un instant. Mais si notre ami Redouane Moumine est prêt, nous allons pouvoir parler et s'occuper du cas Erdogan. On y va? Jingle. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Si je fais quoi que ce soit, c'est la mise à pied. Alors piétinez-moi, allez-y. Le président turc Erdogan, qui sera d'ailleurs demain à Paris, mariage de raison ou d'amour avec Al-Qaïda, Redouane? Forcément, c'était provocateur comme titre. Alors déjà, on va retracer un peu le contexte pour nos auditeurs. Donc, se mettre la carte de la Syrie dans la tête. On est au nord de la Syrie, au nord-ouest exactement. Donc, c'est la frontière turque de l'autre côté. Il y a déjà 1 an et demi, la Turquie avait fait une première incursion avec un groupe de rebelles et donc avait envahi une bande du nord de la Syrie et notamment la ville d'Al-Bab, qui était au centre. Que s'est-il passé en octobre? Recep Tayyip Erdogan, donc le chef d'État turc, annonce une mission de pacification dans le nord-ouest, dans la province d'Idlib. Idlib, aujourd'hui, est contrôlé par les rebelles. C'est, on va dire, la dernière grande région qui est contrôlée par des rebelles, et en grande majorité est contrôlée par Hayat Tahrir Sham, qui est la première coalition djihadiste en Syrie. Donc ça rigole pas. En annonçant cette mission de pacification, Erdogan dit qu'il va faire la guerre, et même il dit dans ses discours, il va faire la peau à Hayat Tahrir al-Sham, et il dit voilà, nous on est prêt à tout, on veut s'occuper des pauvres Syriens, on veut les accompagner, les aider, apporter des colis humanitaires, etc. Donc ce débat est enclenché en septembre-octobre. Hayat Tahrir al-Sham, de son côté, dit bah ok, on attend les Turcs, on va se débrouiller. Puis se passe un temps de silence d'environ 15 jours, et le 8 octobre,
Des vidéos amateurs nous arrivent de Syrie, de la province d'Idleb, à la frontière, et des Syriens civils nous disent « On a vu des voitures banalisées, avec des plaques turques qui ont été effacées, passer la frontière, et elles étaient escortées par des camionnettes de la coalition djihadiste dont on parle. Ces voitures sont parties à un endroit qui s'appelle Daret Izza, qui est un petit village, et il s'est passé quelque chose. On ne sait pas quoi. 3 jours plus tard, des camions de l'armée turque passent la frontière de nuit. Donc, à nouveau, des vidéos amateurs circulent, notamment sur Twitter, et on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe en Turquie? Parce que techniquement, on sait que les Turcs rentrent, mais là, ils rentrent en catimini, par petits bouts. Et on découvre que les camions vont se positionner donc au nord de la région d'Idleb, et que à l'intérieur, il y a des soldats turcs, des officiers, qui commencent à faire du métrage. Du métrage, c'est-à-dire ils commencent donc à métrer des zones stratégiques en vue d'un possible déploiement. 4 jours plus tard, Erdogan annonce le début de cette mission soi-disant de pacification en faisant entrer des blindés, donc il y a des images de propagande qui sont relayées sur les chaînes turques, et d'un autre côté, Hayat Tahrir el-Sham fait circuler des vidéos de propagande en annonçant qu'un accord a été passé avec la Turquie, et que dans cet accord, ils acceptent l'arrivée de convois turcs dans le nord de la province d'Idleb, dans les territoires que cette coalition djihadiste contrôle. Stupéfaction totale, l'omerta dans les médias, personne n'en parle, sauf France 24, et à cette occasion invite le spécialiste Wassim Nasser, qui commence à débattre pendant 1 heure en expliquant qu'est-ce qui a bien pu arriver, quel a été ce retournement, comment cette coalition djihadiste qui devait entrer en affrontement inéluctable avec le régime turc, finalement, comment ont-ils pu s'asseoir autour de la table et choisir une voie pour que tout le monde soit satisfait de cette mission de pacification. Il y a donc eu un accord. Cette coalition djihadiste a accepté, dans les semaines suivantes, que des convois, toutes les nuits, de l'armée turque viennent se positionner et se déploient en 3 zones. Et ils ont même accepté d'évacuer une petite base aérienne, qui était contrôlée par l'armée de Bachar autrefois. Ils ont accepté d'évacuer cette base aérienne pour que l'armée turque puisse en faire un quartier général. On a donc là un accord de circonstance où Hayat Tahrir el-Sham a accepté de nombreux compromis auprès de l'armée turque. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne sait pas ce que l'armée turque a promis de son côté. À la suite donc de ces plusieurs semaines où les convois militaires se sont positionnés, l'armée turque possède désormais une nouvelle bande de territoire au nord-ouest du pays, et cette bande de territoire lui permet d'encercler une petite enclave kurde qu'il y a au nord, et qu'ils ont décidé, à la fin du mois de novembre, d'attaquer frontalement. Et donc depuis le 24 novembre, toutes les nuits, cette petite enclave kurde est attaquée. Donc on imagine bien que la finalité, c'était encercler les Kurdes qui sont là. Et donc, je parle de mariage. Alors évidemment, c'est un mariage de raison. Ils ont décidé de faire un accord. Ils n'ont absolument rien en commun en termes idéologiques. L'armée turque a soutenu autrefois des groupes qui étaient opposés à Hayat Tahrir el-Sham. Mais dans cette nouvelle configuration où Hayat Tahrir el-Sham est en difficulté car l'armée de Bachar est en train de regagner du terrain au sud, l'arrivée d'une armée turque peut permettre de créer une zone de désescalade, de tampon, et permettre à cette coalition qu'elle puisse se maintenir à Idlib, là où elle était implantée. La dernière chose que j'aimerais dire, c'est que il y a beaucoup de débats sur oui, Hayat Tahrir el-Sham, c'est des djihadistes, mais c'est pas les djihadistes qu'on voudrait dire, et puis c'est pas vraiment Al-Qaïda, c'est d'autres. Il y a une semaine, 13 leaders de Hayat Tahrir el-Sham ont fait allégeance officiellement à Al-Qaïda centrale, à Ayman al-Zawahiri. Donc officiellement, on a 13 leaders de Hayat Tahrir el-Sham qui ont fait allégeance à Al-Qaïda. Donc on ne peut plus dire qu'il n'y a pas Al-Qaïda en Syrie, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on doit dire qu'Al-Qaïda est désormais le groupe majoritaire au sein des djihadistes takfiri. Et la troisième chose, c'est qu'on doit se rappeler que là-bas, il y a beaucoup de Français, qu'il n'y a pas que des Français chez Daesh, il y a aussi des Français en Syrie chez Al-Qaïda, et que parmi ces Français, il y en a un qui est protégé, et qui est désormais sous la coupe, entre guillemets, de l'armée turque, sous la protection tacite. Il s'appelle Omar Diaby, et Omar Diaby, c'est un recruteur qui a fait venir environ 250 jeunes de la région niçoise. Donc aujourd'hui, on a un Erdogan qui vient en France, qui vient parler Europe, qui vient parler droits de l'homme. Moi, j'ai juste une question à Emmanuel Macron. Est-ce qu'on va parler de Hayat Tahrir el-Sham? Voilà.
Eh bien, on lui soumet. Voilà. Voilà. Si vous êtes ami avec Emmanuel Macron, bah, faites-lui part de la question signée Redouane Mouine. Pour le coup, très intéressant cet avis tranché, Nasser. Très intéressant, et en même temps, voilà, j'écoutais attentivement ce qu'il disait Redouane. Voilà, mais c'est vrai, effectivement, c'est très compliqué quand on constate et on voit la situation. Il faut vraiment suivre, quoi. Parce que moi, personnellement, voilà, tous ces points-là. C'est d'une très grande complexité. Bien sûr. Et je pense que pour commencer à s'accrocher aux issues et aux enjeux du conflit, il faut d'abord l'avoir suivi pendant certain temps, bien sûr, de loin, pour voir les mécanismes se mettre en place. Et c'est ça qui m'est insupportable, c'est que comme on n'est pas face à un sujet binaire avec des gentils, des méchants, etc., les journalistes ont la flemme de l'aborder. Bien sûr. Et quand on est face à des situations où un État ami, allié, qui est dans l'OTAN, décide de faire un accord avec une alliance dans laquelle on a des djihadistes français, normalement l'État français devrait réagir. Omar Diaby qui avait été annoncé pour mort à plusieurs reprises. Exactement, parce qu'il avait été opéré, il était parti se faire opérer, d'ailleurs j'ai oublié, et il était parti pour mieux revenir, il avait annoncé son retour en grande pompe, et il avait été interviewé à l'époque par France 2, qui s'était rendu sur place, et c'est aujourd'hui le premier recruteur de djihadistes en Europe. Alors tiens, une petite info qui reste en lien finalement avec ce dont on vient d'évoquer, c'est l'armée de l'air russe qui est tenue responsable de la mort d'au moins 23 civils dans la Ghouta orientale, cette enclave aux portes de Damas, aux mains de la rébellion. Bilan fourni par l'Observatoire syrien des droits de l'homme, qui est, je rappelle, basé à Londres. Les bombes russes sont touchées. Il est à New York plusieurs. maintenant. Comment ? Il est à New York maintenant. À New York, bon, d'accord. En tout cas, les bombes russes auraient touché donc plusieurs habitations abritant des civils. La Ghouta orientale, on en parlait d'ailleurs la semaine dernière, je crois, avec toi, Redouane. Oui, on en parlait d'ailleurs, ça a créé une large polémique avec un de nos auditeurs que nous saluons. Moi j'ai juste envie de dire, alors je suis étonné, je pensais qu'il n'y avait que l'armée de l'air syrienne qui bombardait la Ghouta. Apparemment non. Donc quels sont les objectifs stratégiques de la Russie ? Je ne sais pas trop. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que la Russie, ce qui l'inquiète et ce qui l'intéresse particulièrement, c'est l'issue contre Daesh à l'Est. Parce que la fin de Daesh est loin d'être entérinée. On va dire que c'est le chant du cygne pour Daesh, mais ils se battent avec grande ardeur et ils ont fait beaucoup de dégâts dans l'armée syrienne. Par exemple, la semaine dernière, il y a quand même eu 200 morts dans les Tiger Forces de l'armée syrienne, donc ils ont pris une grosse déroute. Oui, une petite raclée, on appelle ça. Justement, en lien, ces Français, tu l'as évoqué dans la vie tranchée, sont en nombre, en masse. Je crois que c'est le pays européen le plus touché par ces gens qui sont partis dans la zone irako-syrienne. Et du coup, ces femmes aujourd'hui qui se retrouvent, pour quelques-unes d'entre elles d'ailleurs, n'ayant plus de mari et donc avec des enfants, puisque l'envie de Daesh c'était utiliser les femmes pour qu'elles puissent se reproduire, pour qu'elles puissent mettre au monde un certain nombre d'enfants, pour perdurer donc ces macabres opérations. Pour le coup, ces femmes qui ont quelques-unes d'entre elles été arrêtées en Irak et les autres par les Kurdes en Syrie, veulent rentrer à la maison. Écoutez ce reportage de France 2. Elles seraient aujourd'hui 300, accompagnées de 500 mineurs. Que risquent ces Françaises parties rejoindre le groupe État islamique ? Pour l'instant, les enquêteurs n'ont identifié aucune combattante française dans les rangs de Daesh. Selon François Molins, procureur de Paris, leur rôle principal n'aurait pas été de prendre les armes. Les femmes sont parties là-bas, elles avaient un rôle de génitrice, il fallait procréer pour augmenter les troupes et les recrues de l'État islamique. Donc il y a eu beaucoup de maternité, beaucoup de naissances. À ce jour, 66 femmes djihadistes seraient rentrées en France. 14 sont en prison, les autres sous contrôle judiciaire. Cet avocat en défend plusieurs. Elles peuvent être poursuivies pour association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste et en cours jusqu'à 30 ans de prison. On peut leur reprocher d'avoir soutenu une organisation qui est une organisation à caractère terroriste. Et donc la question qui va se poser, c'est véritablement quelle aura été leur volonté au moment où elles rejoignent cette organisation. Mais beaucoup de femmes restent détenues en Irak ou en Syrie. Seront-elles jugées sur place ou rapatriées en France ? Pour cette djihadiste française que nous avions rencontrée à Raqqa il y a 2 mois après sa capture par les forces kurdes, la question
n'était pas tranché. Vous êtes prête à aller en prison si jamais vous parvenez à revenir en France? Oui, bien sûr. Je pense que je me suis préparée depuis longtemps à ça. Depuis la chute de Raqqa, seuls des enfants ont été rapatriés. Jusqu'ici, les autorités françaises examinent les situations au cas par cas. Pour le président de la République, pas question de généraliser les rapatriements. Du coup, évidemment, votre avis m'intéresse là-dessus. Alors, pour être tout à fait complet, avant de vous laisser la parole sur ce sujet, donc la Syrie et les djihadistes français, retour des revenants, est toujours en débat, donc, comme vous l'avez pu le constater avec cette déclaration ce matin du porte-parole du gouvernement français, Benjamin Griveaux. Les djihadistes français arrêtés par les Kurdes ont vocation à être jugés là-bas s'ils ont droit à un procès équitable. C'est ce qu'il a dit chez Bourdin ce matin. Écoutez. La question de savoir si elles doivent être jugées en France, c'est surtout la question de savoir si aujourd'hui, dans la partie kurde de la Syrie, dans le Kurdistan syrien, il y a aujourd'hui des institutions judiciaires qui sont à même, d'avoir un jugement qui soit respectueux des droits de la défense. Elles existent. Il faut en avoir l'assurance, parce que vous comme moi, nous sommes très attachés aux droits de la défense, et quel que soit le crime qui a été commis, y compris le plus abject, il faut que la défense puisse être assurée pour des ressortissants français à l'étranger. Si il y a des institutions judiciaires qui sont aujourd'hui en capacité d'assurer un procès équitable avec des droits de la défense assurés, elles seront jugées là-bas. Voilà pour la précision donc de Benjamin Griveaux, le porte-parole du gouvernement français, ce matin chez le confrère de BFM TV. Messieurs, est-ce qu'on doit les rapatrier, est-ce qu'on doit les faire revenir en France pour qu'elles soient jugées ici? C'est complexe. C'est très complexe. Personnellement, je dirais que oui. Alors c'est compliqué parce que jusqu'à maintenant, la question des rapatriements des femmes et des enfants à l'intérieur de Daesh se posait à travers le régime irakien. Or, comme on avait un régime avec un état de droit et des institutions judiciaires reconnues, on pouvait négocier facilement le rapatriement des familles de djihadistes ou même le rapatriement des djihadistes. Pour la Syrie, c'est plus compliqué. Parce que par exemple, pour les forces démocratiques syriennes qui ont récupéré beaucoup de djihadistes français, notamment il y en a un qui a été récupéré il y a quelque temps, il s'appelle j'ai perdu son nom, Florian Barouin. J'ai oublié son nom. Le problème, c'est que il n'y a pas d'institution reconnue et l'état de droit dans le Kurdistan syrien n'est pas reconnu. Donc, en tant que tel, la France n'est pas en capacité de négocier à partir du droit international le rapatriement de ces familles, notamment donc les femmes et les enfants. En tout cas, c'est oui pour le rapatriement, a priori. Oui, mais même moi, je suis pour qu'ils soient, on va dire, jugés ici ou là-bas, mais ce qu'il faut pas oublier, moi, ce qui m'attriste le plus, c'est au-delà de ça. C'est comment ces personnes-là ont pu en arriver jusqu'ici. C'est des jeunes de France qui... moi, c'est ça qui m'attriste le plus, Christophe. C'est effectivement là, on passe dans un autre... excuse-moi de te couper, mais je sais même pas si le débat est là, parce que on va quand même rappeler à toutes fins utiles, messieurs, dames, qu'il y avait une possibilité pour que les mineurs puissent partir sans contrôle et autorisation parentale sous le mandat Hollande. Oui. Pendant 2 ans, les Français mineurs pouvaient partir sans problème de France pour se rendre à l'étranger, en l'occurrence dans ces pays-là, sans qu'il n'y ait aucun contrôle et une demande parentale. Ça a été rectifié, heureusement, en 2015 par l'Assemblée nationale. Oui, heureusement. Faut le rappeler quand même, bien faut sûr, le dire, que la France a laissé partir aussi ses mineurs. Tout à fait. Et pas que la France. Et pas que la France, mais là on parle de la France. Une Belge qui est partie il y a un mois qui a rejoint Al-Qaïda en Syrie. Omar Diaby. Il y a un mois. Oui, voilà. Il y a un mois. Bon, pour le coup, voilà. Donc ça, c'est une chose, mais oui, effectivement, la question est toujours la même. C'est-à-dire pourquoi ces Français décident de partir, pourquoi ces jeunes qui sont, qui ont été utilisés souvent d'ailleurs dans peut-être à un moment de leur vie où ils se sentent mal, ils sont en difficulté, en manque de repères. Et évidemment, ces recruteurs savent repérer, j'allais dire, les proies faciles. Bien sûr. Et il y en avait beaucoup. Et donc, c'était voilà, visiblement une mode macabre que de partir dans cette région-là, sans savoir d'ailleurs pourquoi ils partaient. Évidemment, sans savoir d'ailleurs. Je suis sûr que la moitié d'entre eux ne connaissaient même pas le pays dans lequel ils allaient. Exactement. Sur une carte du monde, ni quel était le président de ce pays-là, ni ce pourquoi, ni ce qui se passait et l'origine du conflit. Enfin bref, c'est pas le problème. Aujourd'hui, c'est le retour maintenant dont on parle. Oui ou non, Nasser, il faut les faire revenir ici. Ah non, mais s'ils souhaitent être jugés en France, oui, effectivement, il faudrait les faire juger en France, parce qu'effectivement, je pense que la France aussi a besoin de savoir et souhaiterait qu'ils soient jugés par rapport à ce qu'ils ont pu faire en Syrie.
Effectivement, moi après moi la vraie question que je me pose, je le redis encore une fois, Christophe, après moi ce qui m'attriste, c'est de voir tous ces gens-là. Il y a des bébés qui vont être revenus, qui vont revenir avec leurs parents. C'est des victimes. Ils ont été, tu vois, ils ont été. Je parle de ça parce que je sais que j'ai un jeune de quartier de Gennevilliers, un jeune du quartier des du Lutte à Gennevilliers qui a subi ce problème-là. Aujourd'hui, il est décédé. Il est parti par, on va dire, il pensait réellement bien faire les choses. Il avait fait croire à ses amis qu'il partait en Turquie et finalement, voilà, on a appris qu'il était en Syrie et qu'il a eu un enfant et aujourd'hui il est décédé. Il a laissé une fille, une femme là-bas qu'il a connue là-bas avec un enfant. Donc voilà, elle est revenue, elle fait la prison en France. Elle est en prison en France. Et le bébé est à la DAS. C'est juste pour vous dire que c'est Oui, bien sûr, c'est des situations dramatiques. Mais bien sûr, mais c'est aussi... Et aussi, il faut se mettre aussi à la place des parents qui sont là et qui veulent voir aussi leurs enfants et qui soient jugés en France par rapport à ce qui s'est passé. Parce que effectivement, nous parents, moi qui est père d'un enfant, j'espère, mais vraiment de tout mon cœur, j'espère tout simplement que je ne serai pas, on va dire, touché par ce problème-là. Ouais. Mais j'aurais bien aimé voir mon fils se faire juger en France et qu'il soit en prison en France parce qu'il faut qu'il fasse de la prison pour qu'il comprenne réellement la gravité de ce qu'ils ont pu faire en Syrie. Alors, le temps qui nous est imparti est très court. Je compte sur le docteur pour faire très très vite. Bonsoir docteur. Oui, bonsoir mes amis. Meilleurs vœux pour vos auditeurs, vos intervenants, bonne année. à vous-même, bonne année. Monsieur Christophe, à votre famille. Voilà, donc vous avez raison en résumé. Donc là où j'interpelle votre intervenant, effectivement, il reste deux poches actuellement à Idlib et Al-Ghouta al-Sharqiyya, c'est-à-dire la Ghouta orientale. Voilà. La Russie a fait la désescalade il y a quelques mois. Actuellement, on est en train de placer tout le monde, les terroristes, l'opposition armée, tout ça, dans ces deux zones. La négociation de la France actuellement, Monsieur Macron, notre président, vient de parler, donc il y a une demi-heure. Il a dit, notre ennemi de la France, c'est Daesh, et l'ennemi du peuple syrien, c'est Bachar el-Assad. Mais, il a dit, je suis dans l'obligation de négocier avec le régime en place, et ses intervenants. Maintenant, on va... Ouais, docteur, si je peux me permettre de vous couper, si on en croit Redouane Moumine qui a fait son avis tranché, oui. Majoritairement aujourd'hui, c'est Al-Qaïda, l'ennemi numéro 1, c'est plus Daesh. Oui, enfin, bon, c'est pour faire court, l'ensemble de Daesh, Hayat al-Islam, comme il l'a dit, Monsieur Moumine, Nusra, tout ça, ce qu'on appelle les synonymes en langue arabe pour ceux qui interviennent, kana wa akhawata, c'est-à-dire c'est bonnet blanc, blanc bonnet, en un mot. Donc actuellement, la France va retourner, parce que de sa responsabilité historique, on en a parlé il y a 7 ans, c'est le pays alaouite actuellement perdu par la France, c'est la France qui l'a constitué Slimane el-Mourched dans les années 35. Oui, docteur, on n'a pas le temps de refaire l'histoire, parce que... Donc voilà. Actuellement, la France interviendra de côté kurde. Enfin, pour les prisonniers côté kurde, la France actuellement fait quand même une épine dans le pied d'Erdogan. On attend demain pour Erdogan. On attend demain. Merci docteur. Alors très vite, je voulais aborder avec vous, d'abord pour faire un point sur ce qui se passe en Iran, puisque les pro-régimes se mobilisent de nouveau en Iran. Des manifestations ont eu lieu ce matin dans plusieurs villes du pays, comme Isfahan ou Mashhad, pour soutenir le guide Ali Khamenei. Hier, les gardiens de la révolution ont annoncé la fin de la sédition. De fait, il n'y a pas eu de nouvelles manifestations contre le pouvoir. Le président iranien Hassan Rouhani, donc, a lui de son côté demandé à Emmanuel Macron d'agir contre les moudjahidines du peuple basés en France et accusés d'être impliqués dans le mouvement de protestation de ces derniers jours, pendant près de ces quelques jours de manifestations. Puis un petit mot aussi sur le Yémen avec pas moins de 50 morts au Yémen ces dernières 24 heures, des civils. Des rebelles tués dans des raids menés par l'Arabie Saoudite, notamment cette nuit dans la ville de Hodeïda au bord de la mer Rouge. Voilà pour les quelques infos zappées.
Pour en venir au Maroc maintenant, messieurs, le Maroc qualifié pour la Coupe du Monde 2018 en Russie, vous le savez, le Wydad Athletic Club bord de la Ligue des Champions d'Afrique. Tout semble sourire pour l'heure à Fawzi Ladjara, qui est le président de la Fédération royale marocaine de football. Mais si le football est l'opium du peuple, vous le savez, il est un outil d'évaluation important pour mieux connaître la place qu'occupe le royaume chérifien dans le concert des Nations Unies et l'influence du Maroc sur une scène internationale en profonde mutation, car dans les coulisses des chancelleries occidentales et des grandes messes internationales, c'est un autre dossier sportif qui mobilise des dirigeants marocains, la candidature du royaume pour organiser le mondial de football 2026, et le Maroc a pu compter, sachez-le, ces derniers jours, sur un soutien précieux d'un allié tout aussi précieux, le Qatar. C'est par la voix du très influent Hassan El Tourawadi, secrétaire général du comité suprême d'organisation du Coupe du Monde 2022 au Qatar, que la petite monarchie pétrolière a affiché sa préférence pour le Maroc en vue de l'échéance sportive de 2026. Al Tourawadi a ainsi déclaré: nous soutenons la candidature du Maroc et nous déploierons notre soutien si nécessaire. Et ils ont un fort concurrent avec la candidature conjointe des États-Unis, du Canada et du Mexique. Cependant, nous pensons que le Maroc a la capacité d'accueillir cet événement majeur, car il a déjà postulé pour abriter la Coupe du Monde. Les récentes victoires donc marocaines sur la scène footballistique ont créé une véritable dynamique qui profite à la candidature du Maroc, mais la bataille diplomatique, politico-sportive et communicationnelle s'annonce rude. Les réseaux se mettent en marche et les tournées africaines de Sa Majesté le Roi et le retour du Maroc au sein de l'Union africaine ont permis d'asseoir la présence et la popularité du Maroc dans les pays africains. Les différents projets socio-économiques notamment ont redoré le blason du Maroc dans le cœur des peuples africains. Pour le coup, donc tout semble être en œuvre, ou tout est mis en œuvre, en tout cas au niveau de la diplomatie marocaine, pour obtenir l'organisation de cette fameuse Coupe du Monde 2026. Messieurs, est-ce que, en un mot, ça serait une bonne chose pour le Maroc? Est-ce que vous êtes pour que le Maroc puisse organiser cette fameuse Coupe du Monde 2026? Moi, je suis favorable. Ça serait une bonne chose d'ailleurs. Je pense que ça serait une première déjà pour un pays du Maghreb. Et franchement, ça serait même très très bien. Pour moi, je suis favorable. Redouane? Réservé. Pourquoi réservé? Faut juste se rappeler le syndrome grec, c'est-à-dire en 2004 ils ont organisé les JO et 2 ans plus tard le pays a coulé, 4 ans plus tard on a annoncé la dette faramineuse de l'État. Ok, eh bien on vous laisse sous ces interrogations de Redouane Moumine dans un instant pour y retrouver les coups de cœur et Libertad. 01 40 33 9000, ça passe vite, on est bien. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous avec Redouane Moumine, Nasser Lajili sur France Maghreb 2 pour les quelques dernières minutes qui nous restent. Et dans un instant, messieurs, dames, Libertad, 01 40 33 9000. Je vous rappelle la question du jour aujourd'hui, après donc la Grande Mosquée de Paris, par la voix de Dalil Boubacar, se soit retirée une nouvelle fois du CFCM pour le motif de ne pas avoir été invité par le président de la République Emmanuel Macron pour ce qui est des vœux aux responsables religieux. Est-ce qu'il a eu raison selon vous? Est-ce qu'il a eu tort? Vous votez bien sûr sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Alors j'avoue que j'ai pas regardé là depuis, tiens, je compte sur Nasser et sur Redouane Twitter, sur Nasser Twitter, Facebook. Alors on en était tout à l'heure à 63% sur les deux réseaux. C'est toujours pareil. Oui, sur il Twitter. a eu raison. Sur Twitter, c'est toujours pareil. Donc il a eu raison à 63% de s'être retiré du CFCM. Est-ce que sur Facebook ça a évolué, mon cher ami Nasser? Je te dis ça dans 30 secondes. 30 secondes, très bien. Bon, en attendant, je voulais juste rajouter une petite info sur les djihadistes, les retours de djihadistes. Oui. Personnellement, je pense que l'État français est de mauvaise foi sur cette question. Ça les arrange pas de faire revenir tout ce monde-là parce qu'ils savent pas comment les gérer, ils n'en ont aucune idée et aucun spécialiste ne peut les aider sur ce sujet. Ce qui les arrange, c'est que l'État irakien fait encourir la peine de mort à tous les djihadistes. Donc, si on les laisse se faire juger là-bas, ça va faire du ménage pour l'État français, ils seront tranquilles. Ils ont juste quelques-uns à faire venir pour des intérêts stratégiques, parce qu'ils veulent les interroger, parce qu'ils ont des informations à donner. Ouais. Mais pour la grande majorité, ils ne savent qu'en faire. Donc oui, on sent d'ailleurs que oui, ils sont un petit peu embarrassés par rapport à ce sujet. Effectivement, quand Emmanuel Macron parle de cas par cas, on sent bien qu'il y a un problème, quoi. On sent qu'il est gêné. C'est un sujet bouillant, surtout. Un sujet bouillant, et voilà. Concernant la question, Christophe. Oui, Facebook, ça a évolué? 61%, ça a baissé. disent que voilà, il a raison, et 39% qui disent qu'il a tort. Voilà. Eh bien, écoutez, vous continuez de voter, évidemment, même après l'émission, aux questions du jour sur Facebook, France Maghreb 2, LGF officiel sur Twitter, Christophe le Grand Forum. Voilà les réseaux auxquels il faut absolument être abonné. Pour l'heure, avant de retrouver Libertad, on va passer rapidement au coup de cœur. Les coups de cœur de Redouane Moumine et de Nasser Lajili, c'est parti. France Maghreb 2.
Le coup de cœur. Pour le coup, je sais que Redouane, son coup de cœur est prêt, donc on va commencer par toi. Exactement. Alors moi je voulais vous parler de 3000 nuits, donc film qui est sorti en salle hier. 3000 nuits c'est quoi? C'est l'histoire d'une Palestinienne qui accouche en prison et décide d'élever son enfant derrière les barreaux. Alors la réalisatrice Maï Masri a choisi donc de porter un regard à la fois sensible et féminin sur un sujet qui a déjà été abordé plusieurs fois dans le passé. Il y a déjà eu un film en fait sur la question des prisonnières palestiniennes qui s'appelle Women in Struggle. Alors ce film a déjà été présenté dans de nombreux festivals. C'est ce que je me disais, parce que ça me disait quelque chose, oui. Exactement. Et il a été en lice à l'époque pour les Oscars et les Golden Globes aux États-Unis. Donc c'est un succès qui a fait un énorme coup de pub pour le film, à un moment où évidemment donc le sort des territoires palestiniens est assez pessimiste. Donc allez voir ce film 3000 nuits, qui finalement recoupe avec tout ce qu'on a pu aborder aujourd'hui sous un angle un peu plus féminin. Alors cette histoire n'est pas véridique, mais elle est inspirée de l'histoire d'une femme palestinienne qui a été incarcérée par les Israéliens durant la guerre du Liban en 83. D'accord. Voilà. Je suppose que c'est évidemment pas dans toutes les salles, donc Et alors le film a été censuré à Argenteuil. Ah oui. Oui déjà. Alors on risque d'avoir d'autres censures. Donc c'est la première qui a été annoncée. Je suis en train de vérifier. Non, c'est la seule. Argenteuil. C'est la seule. Argenteuil pour l'heure qui a censuré le film. Bon, les amis d'Argenteuil, vous qui habitez Argenteuil, vous savez. Voilà. Bon, je rajoute rien. Mon cher ami Nasser, est-ce que tu as trouvé un coup de cœur? J'ai trouvé un coup de cœur, c'est un petit jeune de Gennevilliers qui s'appelle Mamed Binagdan qui a créé un Facebook qui s'appelle les Black Peppers, et c'est des personnes qui voyagent tout au long, je veux dire dans le monde entier, qui essayent de voyager, c'est leur objectif, de voyager dans plusieurs endroits différents et de nous faire vivre en images ce qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux sur place. Et donc je lui tire mon chapeau parce que il commence à faire du buzz et je lui souhaite. Ça s'appelle comment sur Facebook? Black Peppers. Black Peppers. Exactement. Ça fait un peu référence au couple de, je sais plus quelle émission de télé là, qui s'est rendu célèbre et qui aujourd'hui tourne dans le monde entier et filme leur voyage. Voilà. Très bien. Allez, c'est parti messieurs dames pour Libertad, votre moment de liberté. 01 40 33 9000 et donc 00 33 1 40 33 9000 si vous nous appelez de l'étranger. Car oui, le grand forum international en pleine Sylvanie, à Munich, en Suisse, au Canada. Vous nous appelez bien sûr pour vous faire entendre. Vous avez un truc à dire, c'est le moment de prendre votre téléphone. 01 40 33 9000. Seul France Maghreb 2 vous offre cette possibilité. France Maghreb 2, bonsoir. Ouais. Formidable. C'est quoi ce truc là? J'ai pas C'est reconnu. un âne, je crois. Un âne. Oui. Un rioui. Non, en arabe c'est hamar. Exactement. Oui, Rioui on sans avait cabine. un gros hamar à la radio. Exactement. Celui-là, il était fatigué à mon avis. Il a dû parcourir des kilomètres et des kilomètres. 01 40 33 9000. Bonsoir. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir. Quel est votre prénom et votre ville d'appel, s'il vous plaît? Terence. Pardon, on entend super mal. Rapproche-toi de ton téléphone, s'il te plaît. Allô. Oui, bonsoir. Christophe, c'est Terence. Bonsoir, Terence. Tu nous appelles des Yvelines? Non, je vous appelle 2 minutes. De Neuilly. D'accord, on t'écoute. Vous allez bien? Ça va et toi? Oh, merci. On t'écoute. Qu'est-ce qui se passe? Ben, rien du tout, juste pour vous dire bonjour. Ah bah c'est super sympa. Bah, ça bonjour fait à plaisir toi. de passer le bonjour. Bonjour à toi, mon ami. Pensez à vous, 10 minutes, c'est pas mal. Bah exactement, bien sûr. Merci ça beaucoup. fait- en ça tout fait cas. plaisir. Je vous écoute tous les jours. Bonne soirée à vous en tout cas. Merci Allez, de votre je vous appel. embrasse. À bientôt. C'est Bah ça, oui, c'est ça qui est excellent dans cette émission, c'est que c'est vraiment ouvert à toutes les personnes qui souhaitent appeler. Et voilà, a pas de c'est du filtre. direct, il n'y a pas de filtre, c'est excellent. Bah la preuve, je décroche en direct. Non, donc mais voilà. c'est bien, c'est excellent. T'appelles le 01 40 33 9000, tu passes à l'antenne sur une radio nationale qui s'appelle France Maghreb 2. Bonsoir. Oui, bonsoir, c'est Mohamed de Paris. Salut Mohamed. Bah, c'était pour vous souhaiter une bonne année déjà. Bah super Bonne sympa année. Mohamed, merci à toi. Voilà. Et aussi pour donner une petite info, parce qu'en fait, c'est au sujet des élections. Oui. Voilà, il y a quelqu'un qui nous explique vraiment bien le sujet sur YouTube. C'est un écrivain qui s'appelle Jacob Cohen. Oui, Voilà. Jacob Cohen, oui. Et si vous pouvez aller voir ses vidéos. Après moi je suis ok avec lui, mais bon, tout le monde n'est pas d'accord. Voilà, il donne son point de vue sur les élections, qui reprend les élections depuis une 50aine d'années. Donc voilà, faudrait aller regarder ça. Et aussi, il explique très bien le conflit israélo-palestinien, parce que tout le monde n'est pas bien informé sur le sujet. Donc il explique très bien ça. Et vous avez dernière personne que j'aimerais citer, c'est Youssef Indy.
Donc c'est un historien très compétent. Donc si vous pouvez aller regarder leurs vidéos sur YouTube, voilà, c'est pour donner des petits tuyaux aux gens. Eh ben, écoute, on est super preneurs. Merci à toi en tout cas, Mohamed Barbary. Merci, hein. À bientôt. Merci beaucoup. 01 40 33 9000. On en prend un petit dernier ou pas? Ah bah oui. Petite dernière. Pourquoi pas? France Maghreb 2, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, bah je disais une dernière, la voici, la voilà, vous voyez, voilà, qu'est-ce que vous voulez, c'est le talent ça, c'est le talent. Votre prénom, chère madame? C'est Sana, je suis Sana d'Orléans. Bonsoir à vous, j'ai pas bien compris votre prénom, c'est comment? Sana. Ah, Sana, c'est un prénom marocain, ça, non? Exactement, j'ai au téléphone tout ça en plus. Ah bah ouais, j'ai gagné contre je sais plus qui pour un jeu. Ah, très bien. Sana, on vous écoute, vous êtes, Alors, vous allez clôturer. Ouais. Moi, en fait, je voulais juste soulever un point parce qu'on n'en parle plus. La jeune fille qui était retenue en Israël, ses parents n'arrêtent pas de lutter et que personne n'en parle. Vous parlez de la petite ta Mimi. Ta Mimi, on en parle ici à la radio. Vous pouvez pas dire qu'on en parle pas, France Maghreb. Non, je dis pas de France Maghreb n'en parle pas. Je pense que les réseaux sociaux en fait normalement devraient avoir un point fort là-dessus. Ils ne font pas leur travail. Les gens ils sont plus occupés à savoir s'ils ont mangé le 24 et le 25. Ou le 31 décembre. Ouais. Exactement, vous avez raison, Sana. En tout cas, j'en profite d'ailleurs pour inviter les auditeurs parce que ceux qui s'occupent de la page Facebook France Maghreb 2 ont quand même bien joué le jeu et relaient un maximum d'informations sur donc cette jeune fille. Ainsi, il faut pas oublier, il y a sa cousine aussi qui est en prison et sa maman, Et sa maman, voilà. Aussi, ouais. Voilà, qui est en prison dans cette soi-disant belle démocratie du Moyen-Orient. Merci beaucoup, Sana, parce que vous avez fait une petite piqûre de rappel bien utile. Je vous souhaite une bonne soirée, Sana. De même, et puis bonne année. Merci beaucoup, France Maghreb. Et puis bonjour à Moudjaïd. Moudjaïd, il arrive. Merci beaucoup. Merci pour tout. Merci bonne année. Sana. Bonne année à vous. Merci, messieurs. Merci à toi. Bon, c'était sympa pour votre première tous les deux là. Agréable. Très sympa. À refaire. Impeccable. Bon, demain, il y a une autre première. C'est un couple, Morad Goual et Hanan Zawani. Ah. Ouais. Très bien. Bon, ils se connaissent bien en antenne. En antenne, ils se connaissent. Comment ça, ils se connaissent bien? Non. Attention là, Redouane, tu On vas ne sur nous un dit terrain pas glissant là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Bon, je suis pas au courant. Plus de détails demain. Ok, d'accord, je leur poserai la question, cette allusion à Redouane Mouvin. Merci Nasser, merci Redouane, et rendez-vous très vite les gars, la semaine prochaine j'espère, en tout cas en ce qui vous concerne. Demain donc, pour la dernière, il y aura Hanan Zawani et la très belle Hanan Zawani d'ailleurs, je le précise. Et également Morad Goual. Bonne soirée à tous. Dans un instant, l'excellent Medjed, il sera accompagné je crois aussi, il est pas seul aujourd'hui. Dans un instant, juste un rappel de l'actualité, les 18h01 sur France Maghreb 2, c'est Marine Garel, bonsoir. Bonjour à tous. La cote de confiance d'Emmanuel Macron remonte peu à peu. Selon une nouvelle étude, 42% des Français auraient confiance en le chef de l'État. La défiance demeure cependant majoritaire avec 50%. Pour rappel, le président français était tombé à 37% en septembre après une dégringolade estivale. Et la tempête Eleanor vient de faire une nouvelle victime. Une nonagénaire a été retrouvée morte aujourd'hui dans sa maison inondée de l'Isère, l'un des 21 départements placés en vigilance orange. Un skieur était déjà décédé en Haute-Savoie. En Haute-Corse, 3 personnes ont, elles, été blessées dans des incendies qui ne sont pas encore tous maîtrisés en raison de vents violents. Environ 29 000 foyers étaient encore privés d'électricité ce matin. Et une enquête pour violence contre personnes dépositaires de l'autorité publique a été confiée à un juge d'instruction aujourd'hui après l'agression lundi dernier d'un policier à Aulnay-sous-Bois. Le parquet de Bobigny invoque la nécessité de mener des investigations supplémentaires. 5 jeunes âgés de 14 à 24 ans doivent être jugés cet après-midi en comparution immédiate. Les syndicats de pilotes d'Air France viennent de déposer un préavis de grève pour le jeudi 11 janvier. Ils dénoncent un débarquement, c'est-à-dire le remplacement contre son gré d'un commandant de bord dont la décision, je cite, ne lui convenait pas. Les faits se sont produits le 2 janvier dernier. Ce commandant avait refusé de voler au départ d'Orly avec une composition équipage dégradée selon les syndicats. Le groupe Air France conteste de son côté les faits. Et côté international, Vladimir Poutine a autorisé la reprise des liaisons aériennes commerciales entre la Russie et l'Égypte. Aujourd'hui, Moscou avait suspendu tous les vols vers l'Égypte en 2015 après, souvenez-vous, l'explosion d'une bombe à bord d'un avion de la compagnie charter russe Metrojet au départ de la station balnéaire de Sharm el-Sheikh dans le sud du Sinaï. Les 224 passagers et membres d'équipage avaient été tués. Enfin du sport pour finir et du handball avec ce soir le match amical entre la France et la Norvège dans le cadre de la préparation au championnat d'Europe. Début de la rencontre à 18h30 à Rouen.
France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.